Hop, nous y sommes. Tac. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Petite émission anti-préjugés, en just chatting sur les Parisiens, la vie parisienne, les préjugés, les stéréotypes qu'on a sur Paris, tout ça, tout ça. Et Maxou, re, 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 re. Bon, on va aborder plusieurs thèmes, plusieurs sous-thèmes, tout ça. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a de quoi faire. Franchement, parce que on a dit du moins la semaine dernière, les Corses, la Corse, machin, c'est des bandits, c'est des racistes, ils aiment l'alcool, ils sont feignants, tout ça, tout ça. Mais il y a des choses à dire quand même sur Paris aussi, hein. Mais bon, on va essayer d'être pardon le plus subjectif possible. Ça, subjectif, hein. Quand on dit qu'on va être le plus, enfin, sans jugement, quoi. Voilà. Plus sans jugement possible. On va simplement évoquer les préjugés, les clichés de la vie parisienne. Et, euh, et on va en parler. On prendra aussi des personnes qui seront sur le chat et qui voudront bien, qui seront sélectionnées par mes soins évidemment, qui voudront bien venir sur Discord pour en parler de vive voix. On va attendre qu'il y ait encore un petit peu de personnes qui arrivent sur le stream. On va parler de plusieurs thèmes, plusieurs sous-thèmes du moins dans la vie, plusieurs thèmes dans la vie parisienne et des Parisiens. On va parler de leur humeur, de Athanase, bienvenue. Et on va parler de plusieurs choses, de plusieurs sous-thèmes et thèmes. On va parler du fait qu'ils soient un petit peu antipathiques, un petit peu arrogants, voilà, avec un petit peu... ils font toujours la gueule, ils font toujours la tronche, le manque d'hospitalité, on des pincettes hein, quand je dis ça évidemment, mais voilà, on va un petit peu... Moi je suis suisse alors je regarde avec du popcorn. Yes, yes, moi aussi, je suis bien là, je suis refait. Trop bien, c'est le meilleur. Athéna c'est le best. Donc non, non, mais c'est clair. Après, le but, voilà, encore une fois, c'est pas de pointer, enfin si, c'est de pointer du doigt, mais c'est surtout de contredire, de trouver un petit peu comment dire, d'évoquer les sujets, d'évoquer les clichés, les préjugés, et de les démonter. C'est-à-dire que, oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ça, voilà. Le but, c'est un petit peu voilà, d'égaliser un petit peu et d'équilibrer un petit peu tout ça. On va aussi parler du fameux fait que Paris est sale, Paris est pollué, Paris est pas génial, Paris voilà, est crados, quoi. Euh, on va aussi évoquer un truc qui est super, super, super intéressant, et on en parlera, je pense, longuement dans la soirée, mais on va faire plusieurs rappels sur ça. C'est la vie parisienne qui est très chère. Et ça, je pense que ce n'est pas simplement un préjugé, mais c'est aussi beaucoup une réalité. Mais on en parlera parce qu'il y a aussi des inconvénients, des avantages, il y a aussi, voilà, on en parlera, on en parlera. Tu as des Parisiens dans tes abos? Ben, j'espère bien. J'espère bien. Si c'est pas le cas, ben tant pis, on débattra entre nous. Mais si c'est le cas, oui, oui, je crois qu'il y a Laurin, il y a Lolo qui va passer tout à l'heure sur le stream. Je sais même pas s'il est déjà là. Mais lui, alors je sais pas s'il est parisien de nature, tout ça, mais en tout cas, il y vit. Il y vit, donc ça peut être intéressant de l'avoir sur le stream, ne serait-ce qu'en chat pour avoir un petit peu son ressenti. On va parler aussi d'un autre thème qui va être le fait que les Parisiens pensent du moins qu'ils sont dans l'élite de la France. Parce que moi, souvent, j'entends parler, ouais, vous les bouseux là-bas en campagne, vous les gens là-bas, enfin, enfin, pas que vous valez rien, mais genre, nous, on est l'avenir de la France, voilà. Euh, je l'entends de moins en moins, mais j'ai déjà entendu. Genre, en gros, moi, je suis à Paris, je fais des grandes études, moi, si, moi, ça, voilà. Il y a le côté un petit peu prétention qui rentre en ligne de compte, et je pense que c'est intéressant d'en parler et d'en évoquer un petit peu les, euh, les attraits. Euh, on va attendre qu'il y ait encore un petit peu de monde qui arrive, et on va commencer à lancer un petit peu
le premier thème. Alors, le premier thème portera sur les Parisiens et leur côté un petit peu antipathique, leur manque d'hospitalité, leur côté un petit peu arrogant, voilà. Ouais, même si c'est encore autre chose, hein, le côté arrogant, c'est un petit peu, voilà. Mais c'est surtout le côté un petit peu antipathique où genre ils font toujours la gueule, tu leur demandes quelque chose, ils vont pas forcément te le dire, ou limite ils vont être très individualistes, ils vont être très égocentriques, euh, égoïstes même, des fois. Je sais pas si vous avez, vous, ce préjugé-là vis-à-vis de la vie parisienne et des Parisiens. Mais moi, c'est un petit peu ce que j'ai comme ressenti, personnellement. C'est un petit peu ce que j'ai comme ressenti parce que, bah, tout simplement, j'ai pas été à Paris souvent dans ma vie. Mais le peu de fois où j'y ai été, principalement par les aéroports, quand je me suis rendu à l'étranger, des choses comme ça, j'ai aussi eu la chance de visiter euh, Paris, le centre même de Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, voilà, les trucs un petit peu comme ça. Fait Disneyland aussi, mais bon, ça c'est un truc à côté un petit peu plus loisir, donc ça rentre pas trop en ligne de compte. Même si, on en parlera tout à l'heure, j'ai eu une petite aventure, voilà. Euh, euh, donc du coup, pour moi qui suis, bon, je vis en Corse, vous le savez, voilà, j'ai toujours vécu depuis mon plus jeune âge, sans faire de comparaison de mentalité, quoi que ce soit, j'ai le sentiment, effectivement, quand j'arrive dans la région parisienne, euh, d'être un petit peu vu comme un étranger, en fait. Clairement, c'est d'être vu comme un étranger et d'être un petit peu de trop. C'est-à-dire que j'arrive à l'aéroport, je demande simplement où est la porte numéro un tel pour pouvoir m'adresser à telle personne, pour pouvoir sortir de l'aéroport, parce que l'aéroport de Roissy est immense. Et moi qui prends rarement l'avion, des fois je m'y perds ou c'est peut-être mal indiqué ou peut-être parce que j'ai juste pas envie, je demande simplement à mon entourage et donc à des personnes lambda, pas forcément à quelqu'un qui travaille à l'aéroport, mais aussi à mon entourage. Moi je, enfin, normal quoi, je veux dire comme quelqu'un qui est respectable, respecté, tu vas, tu demandes ton chemin simplement, excusez-moi, voilà, avec des valeurs avec des mots de politesse, excusez-moi. Pouvez-vous m'indiquer le chemin de celui de tel truc, voilà. Et j'arrive, je dis, excusez-moi, voilà, j'aimerais savoir où est la porte de sortie, la porte Intel pour me rendre à tel vol, etc. C'était un couple, il me semble, je crois qu'ils avaient un gosse en bas âge. Euh, le mec me regarde comme ça, et genre, a l'air de dire, et qu'est-ce qu'il veut ce plouc, quoi? Qu'est-ce qui vient nous emmerder, tu vois? Et sa femme qui m'a même pas regardé, même pas le dénier, ne serait-ce que m'adresser un regard, ne serait-ce que de courtoisie, ne serait-ce que de politesse, tu vois, genre, voilà, je prête attention à ta demande, je prête attention au moins, même si tu parles pas, au moins tu sourds, enfin, moi j'appelle ça du respect naturel, de la gestuelle en fait, hein. Euh, elle a même pas dénié, ne serait-ce que sourciller, et lui il m'a dit, mon bon monsieur, on est occupé, tu vois pas? J'étais tellement sur le cul que en plus, je les voyais même pas occupés pour le coup, et même s'ils sont occupés, je lui dis voilà, excusez-moi, désolé de vous déranger, est-ce que ça prend 30 secondes, tu vois, genre t'arrives, tu demandes simplement un conseil, tu demandes voilà, un truc simplement, en mode demain je vais à Bastia, je vais à Ajaccio, je vais n'importe où, je dis ouais, excuse-moi, est-ce que tu peux, ou excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'indiquer telle route pour me rendre à tel endroit, etc. Tout le monde, ou la grande majeure partie, vont te répondre. Alors après, c'est un préjugé, mais je parle encore une fois d'une expérience qui est vécue. Donc, d'où le terme individualiste. Ouais, exactement, exactement. Ils sont un petit peu, il la joue solo quoi. Il la joue solo, mais en fait, ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est même pas le mot que je veux employer. Hein. Je trouve vraiment dommage, c'est que ils y trouvent aucun intérêt à ne rien te dire, tu vois. Ne serait-ce que, voilà, ils vont économiser quoi? 30 secondes? 30 secondes de leur vie à la place de, voilà, de lire leur journal, ils vont t'accorder 30 secondes de leur vie. C'est ça en fait, c'est qu'ils t'accordent du temps, et donc pour eux, temps égale valeur, tu vois. Alors, dans le monde du business, dans le monde du commerce, je veux bien que le temps c'est de l'argent. Et là, fais preuve un peu de courtoisie, de politesse, de générosité, simplement. Je dis voilà, prends le temps d'expliquer, tu sais qu'une personne elle est pas d'ici,
Voilà, même si demain, même si on a on appelle ça le préjugé aussi encore de dire qu'on n'aime pas les touristes, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. On va vous dire ce qu'on veut, là c'est un petit peu le sujet qui s'est passé la semaine dernière. Et si, pour ceux qui veulent les voir, en tout cas il y a la rediffusion sur YouTube, sur les préjugés corses, mais c'est pareil à titre individuel. Je me compare beaucoup à mon expérience parce que bon, voilà, c'est ce que j'ai vécu, donc forcément, plusieurs fois, moi j'ai eu des cas où des étrangers, des Parisiens, des Français, des continentaux et même des étrangers d'autres pays qui me demandaient où se rendre à tel endroit, comment louer telle voiture, etc. Voilà. Euh, j'ai vécu une situation gênante à Paris. Bah raconte-nous, Precious Stone, raconte-nous. Tu veux même venir sur le Discord, tu es la bienvenue. Et puis voilà quoi. Donc c'est alors Paris, ok, capitale de la France, capitale chic, capitale qui, c'est quoi le Discord? Tu fais point d'exclamation Discord dans le chat. Point d'exclamation Discord dans le chat. Et logiquement, tu devrais me voir dans le live. Tu vas dans la salle d'attente et je te ferai un petit move pour me rejoindre sur le live. Si tu veux évidemment partager ton expérience, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc voilà, moi le côté un petit peu antipathique, oui, je suis assez d'accord. Après, bon, le but c'est pas de mettre tout le monde dans le même panier. On parle vraiment d'un cliché global, quelque chose par définition, un cliché, c'est ce qui représente la personne ou un groupe de personnes. Je me promenais avec mon père, un vieux monsieur tombe au loin, tout le monde lui passait devant sans le calculer. Ouais, ben voilà, ben c'est ce qu'on disait. C'est que on est vraiment un petit peu dans une ville. Mets-toi en salle d'attente, Maxou. Mets-toi en salle d'attente dans la partie live si tu veux ou si tu peux, je sais pas. Et puis, moi, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une. Ah, attends, peut-être que le Discord ne fonctionne pas. Je suis en train de regarder en même temps. Moi, ça devrait être bon, hein. Hmm. Quelqu'un, je te règle ça. C'est à cause de la religion positiviste. C'est intéressant, Athanas. Si tu veux bien venir sur le live, si tu peux, ou si tu veux déjà, ça sur le live, sur le Discord, pardon. Ça serait super intéressant d'avoir un petit peu ton point de vue et ce que tu en penses, quoi. Parce que je t'avoue que niveau culture historique, je suis pas trop calé sur le sujet. Si on peut avoir d'autres explications, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Hop, une petite seconde. Hop, tenez, normalement le lien devrait être bon, logiquement. N'hésitez pas à vous rejoigner donc la salle d'attente dans la partie live du Discord et je pourrai vous move en conséquence. Et puis, mon père et moi, nous sommes restés bêtes de voir que personne ne lui portait de l'aide. Du coup, nous l'avons aidé à se relever le pot. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, les personnes sont très individualistes et très, bah, c'est pas égocentrique, mais c'est très égoïste, quoi. Tout simplement, ils pensent qu'à leur gueule et ils en ont rien à faire de leur prochain. Et c'est productivité, boulot, métro, boulot, dodo. C'est typiquement le, voilà. Je vais move. Je vais move mon frérot. Hop. Coucou mon frérot. Je vais move. Faut que tu coupes le live par contre parce que du coup on entend un écho. Vous m'entendez là? Ouais. Attends, je vais baisser un peu ton son par contre du coup. Vas-y, parle. Allô, allô? Yes. Parfait. Ça va? Ouais. Attends, je jouerai juste si le potard. Vas-y, parle un petit peu. Allô, allô? Ouais, on est bien. On est bien. Je suis un poil trop fort. Juste baisser un petit peu. Comment tu vas? Ça va bien. Ouais. Alors, tu voulais un petit peu parler. Donc tu disais du coup le terme individualiste. C'est ça un petit peu, c'est un petit peu la définition même de quelqu'un qui la joue individuel en fait, hein, qui vit pour soi-même en fait.
Et Ouais, est-ce que ouais, est-ce que tu as bah, eu une expérience, toi, un petit peu à Paris, ne bah, serait-ce que de passage ou quoi que ce soit? moi, la seule fois où je suis... Non, je suis allé 2 fois, je crois, c'était avec le rugby au Stade de France. Et du coup, on est passé par les métros, par les rues pas très jolies, Ouais. les, T'étais dans quel les coin de Paris, si tu te Saint-Denis, souviens? Saint-Denis ou Denis, je sais plus comment, Saint-Denis, je crois. Saint-Denis, Saint-Denis, c'est le 93, il me semble. C'est le 9-3. Aucune idée. Ouais, il me Je m'y semble. connais pas trop. Il me semble, hein, il me semble, hein. Je prends des pincettes avec ça parce que je connais pas vraiment, mais il me semble que c'est ça, ouais. Oui, donc individualiste dans le sens où, bah, dans toutes les grosses capitales, je dirais, les gens te regardent sans te regarder. Enfin, il y a tellement de monde, tellement ils sont tellement focalisés sur leur vie, sur leur quotidien, sur leurs problèmes à eux que, comme disait, l'abonné dans le chat, tu tombes, Athanas. ils te regardent même pas, hein. Ah non, c'est Precious Stone, Precious Et Stone. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, ouais, je pense que tu dis quelque chose de juste dans le sens où, effectivement, il faut savoir qu'un Français sur 5 ou un Français sur 6, enfin, pratiquement 10 millions de Français, donc c'est pratiquement un Français sur 6, vit à Paris. On parle bien de la France, on ouais. parle pas des capitales du monde en général, hein. Mais un Français sur 6 vit à Paris. Et effectivement, bah, ils ont l'habitude de côtoyer une masse de personnes, une masse de monde autour d'eux qui est quand même assez conséquente comparée aux autres villes. Même si les autres villes, on va pas se mentir, hein, tu vas à Lyon, tu vas à Marseille, tu prends le métro, c'est relativement pareil, hein, c'est la même chose. Ah oui, 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 c'est Voilà, pareil, oui. c'est pareil. Mais quand tu vas en province ou quand tu vas en campagne ou quand tu vas en Corse chez nous en l'occurrence, voilà, tu n'as pas cette impression bah, en gros, comment dire? Bah, c'est une majorité d'une part, d'une mentalité qui est complètement différente entre «campagnards» entre Ou- guillemets Ouais. et des gens qui vivent dans les capitales, quoi. Hmm. Ouais, ouais, Donc ouais, non, mais je vais faire, je vais faire des études universitaires avant de venir sur le live, et comme ça je dis pas trop de la merde. Non, mais tu vas pas faire des études, tu vas pas faire tes recherches toi de ton côté. Le but c'est simplement d'échanger ton ressenti à toi. À toi, voilà. Le but c'est pas d'étaler son savoir, même si c'est très intéressant, mais c'est surtout d'échanger euh, ton expérience et aussi de parler, de débattre un petit peu de éventuellement comment, de quelle manière c'est là, de quelle origine ça peut venir. Effectivement, là oui, on aura besoin de culture et de savoir. Mais bon, le but c'est pas de faire un exposé avant de venir, hein, c'est pas le but, hein. Mais non, mais c'est vrai que d'un point de vue individualiste, c'est quand même assez ancré quoi à Paris et dans les grandes villes, je pense, hein. bah, je pense que c'est ouais, c'est une mentalité de personnes qui vivent dans les grosses capitales où tu as énormément de nationalités différentes et énormément de gens différents tout simplement, Ouais, alors après, est-ce qu'on peut se poser la les uns sur les question... autres. Ouais, non, je suis d'accord, mais après, est-ce qu'on peut se poser la question est-ce que ça vient du coup d'une éducation propre à la vie parisienne ou est-ce que... Parce que du coup, j'imagine que euh, enfin, demain, si on est à Paris, on est de parents, donc de mère et d'un père, d'une mère et d'un père parisiens, donc qui eux-mêmes ont la vie parisienne au quotidien, etc., qui sont un petit peu ancrés dans leur métro boulot dodo, très voilà sur la grisaille, etc. Ça, c'est très stéréotypé, c'est très cliché ce que je dis, hein, mais c'est un peu comme on le ressent. Du coup, voilà quoi. Mon ressenti, c'est ce qu'on devrait faire des préjugés que les gens revendiquent. Alors mon ressenti, c'est qu'on devrait faire des préjugés que les gens revendiqueraient. Ouais, ouais, ouais. Moi je suis autiste et ça me va. Si vous avez des préjugés là-dessus, c'est plus simple. Ouais, mais non, mais autiste ou pas autiste, c'est déjà bon, c'est pas le sujet. Mais ouais, moi j'aimerais bien savoir ton ressenti par contre, Athanase. Ton ressenti vis-à-vis de Paris, de la vie parisienne. Moi, ça m'intéresserait par exemple, tu vois. Bon, après, attention, on va un petit peu évoquer plusieurs thèmes, plusieurs sous-thèmes tout au long de la soirée. Le premier thème, c'était ça. C'était voilà, le côté un petit peu antipathique, le côté même manque d'hospitalité, hein, quelque part. Hein, parce que bon, rares sont les personnes qui vont arriver, il te manque. J'ai un truc tout con, tu vois, à la boulangerie, il te manque 10 centimes ou 20 centimes pour acheter ta baguette de pain. Je doute que la personne qui est dans la file d'attente derrière toi, si tu lui demandes, je doute que la personne te donne les 10 centimes qui te manquent, tu vois. Franchement, je doute. Ça dépend des personnes, je pense que Ouais, je là, pense que c'est un petit peu au cas par cas, mais 10 honnêtement, de centimes, manière... je pense pas, mais 1 euro ou 2, c'est sûr qu'ils te les donneraient pas, je pense pas, Ouais, ouais, je sais ouais, je sais pas. pas.
Moi, je boulerais Paris. Alors bon, ouais, mais pour quelle raison tu boulerais Paris? Après, je pense que le mauvais temps joue beaucoup sur le moral. Oui, non, mais d'accord. Mais après, faut pas dire Ouais, mais ça que va, il le, pleut le aussi à mauvais, le Paris. mauvais temps, il a pas bon dos non plus. Enfin, il a bon dos, quoi. Je veux dire, en Bretagne, il pleut tout le temps, etc. C'est pas pour autant que les gens, ils sont ingrats et ils sont égoïstes et ils sont antipathiques, etc. Quoi. Voilà. Donc oui, c'est sûr que le temps et le climat jouent beaucoup sur l'état d'esprit et le moral des gens. Ça, c'est une certitude, ça a été prouvé, etc. Maintenant, je veux dire, c'est pas parce que Paris a souvent la grisaille que tu peux dire que c'est tout le temps ça la cause de fait qu'ils soient antipathiques et voilà. On va passer à un deuxième sous-thème. On va dire on dit généralement que Paris est sale. Paris est sale, Paris est crade. Alors on parlait de climat tout à l'heure. Bon, bah la grisaille, c'est vrai que la grisaille, ça embellit pas forcément la ville en elle-même, quoi. Hein. Ça embellit pas forcément la capitale. Paris est sale. Alors Paris, pour moi, si je peux donner mon avis, Paris c'est un bloc de béton. Un bloc de béton, c'est y a pas. Alors pour un Suisse, oui c'est sale. Bah tu m'étonnes. M'étonne. Ça, c'est certain. Mais même au-delà, hein, je veux dire, nous, on n'est pas du tout ni sur le territoire, ni sur le continent, ni à Paris. Mais bon, si tu me poses la question, est-ce que Marseille est plus sale que Paris? C'est Je ce te que j'allais dirais, dire. je te dirais non, pas plus, tu vois. Pour moi, c'est les grandes villes Dans en toutes les général, tu villes, vois. c'est pareil. Voilà. Ouais, tu as des quartiers où c'est propre, tu as des quartiers où c'est pas entretenu, tu as des quartiers où ça dépend des villes aussi, hein, tu vois? Et c'est du nombre d'habitants si tu es dans une capitale, donc ça joue aussi. Oui, oui, et puis ça dépend aussi de quelle référence tu parles. Comme dit Athanas dans le chat, il dit pour un espagnol non. Donc c'est-à-dire que, en fait, ça dépend un petit peu de l'habitude que tu as aussi Ah voilà, ça dépend de ta vision de la pollution, enfin. Ouais, c'est sûr, si demain tu vois un Chinois arriver, le mec qui vit à Hong Kong toute l'année et qui voit limite du brouillard de pollution à découper au couteau tous les jours et il Ouais. arrive à Paris, il va limite se sentir bien, quoi, tu vois. Ah oui, bah, ça dépend comment tu as vécu avant, je pense. Ouais, ça dépend de Que ton habitude quotidienne et où est-ce que tu vis. Je pense que c'est un peu ça. oui, Alors après, là, tu dis pour un Espagnol, ça dépend. Ça dépend si le mec il vit en campagne ou pas. C'est toujours la même chose. Voilà. ouais. Après, c'est vrai que peut-être d'un point de vue civilisation, peut-être qu'un Espagnol est peut-être plus sale. Enfin, plus sale. Après, c'est encore une fois un cliché, mais peut-être plus sale qu'un Suisse, par exemple, en l'occurrence. Tu vois. Et c'est au cas par cas. Ça, ça n'a pas vraiment trop de valeur. Hein. C'est un très gros cliché. Mais ouais, pour moi, Paris est sale. Moi, j'ai un petit peu le préjugé, un petit peu le cliché du Parisien qui boit 10 cafés dans la journée, qui fume 3 paquets de cigarettes, qui jette ses cigarettes sur le trottoir ou sur la route devant lui, qui utilise sa voiture pour aller à son travail, alors qu'il pourrait prendre son vélo pour... donc non seulement ben, c'est plus écologique, c'est plus économique, et en plus c'est moins fatigant. Parce que quand tu te tapes 2 heures de métro ou 2 heures de bouchon ou 1 heure de bouchon, te rendre à 30 minutes en vélo à ton boulot et que tu peux slalomer entre les voitures, voilà, sauf sur le périph', hein, j'imagine, parce que sur le périph' c'est interdit le vélo. Mais quand tu es en ville même, dans le centre-ville de Paris, et dans toutes les grandes villes d'ailleurs, encore une fois, je parle des grandes villes, je parle de Paris parce que c'est le sujet, mais dans toutes les grandes villes c'est un peu comme ça. Hein. Je pense que bon, faut pas abuser quoi. Ça après c'est la bêtise humaine, je pense. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Les autres Suisses disent que Genève, d'où je viens, c'est le Paris de la Suisse. Ouais, bah c'est ce qu'on dit en fait, c'est que Genève, reste quand même une grande ville en Suisse, et même dans le monde entier, c'est reste quand même une grande ville. Donc forcément, mais à Genève, on peut pas saquer les Français. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est comme partout, hein, en Voilà, Corse, bah, on peut pas saquer, typiquement, tu vois, moi je me suis rendu à New York, je me suis rendu en Thaïlande, et il faut savoir que les Thaïlandais, moi j'ai discuté avec un Thaïlandais, et je parle ça pas pour comparaison, hein, mais j'ai discuté avec un taxi thaïlandais, où le mec il envoie des touristes, hein. Il envoie des gens, il envoie des nationalités de toutes les couleurs, de tous les types, voilà, de toutes les formes, il envoie de tout, de toute l'année. Surtout qu'il est à Bangkok, hein, le mec, hein, donc il fait les allers-retours en taxi entre Bangkok même et l'aéroport, donc il voit vraiment de tout. Et il me disait, justement, en anglais, on avait une conversation pendant pratiquement 40 à 50 minutes durant un trajet. Il me racontait que, selon lui, pour lui, donc à titre individuel pour les Thaïlandais, il me racontait que la nationalité et la civilisation qui était, selon lui, la plus horrible, la plus horrible, vraiment, vraiment,
et de tout confondu, hein, sur le côté un petit peu hautain, sur le côté un petit peu... D'ailleurs, hautain, le parisien est hautain, on en parlera tout après. Antipathique, manque de politesse, etc. Il disait que c'était les Chinois. Les Chinois sont très sales, font pas attention à leur environnement, ils polluent énormément, énormément. Ils sont pas du tout... ils sont très individualistes aussi, en même temps. C'est les plus Bah, nombreux la sur Terre. Chine, Hein. ah oui, C'est les bah, plus la nombreux Chine, c'est sur comme Terre, ça ils sont là-bas, à 1,4 hein. milliard. Hein. À un moment... Mais ça, c'est leur culture, tu vois, en Chine, Ouais, c'est ouais, exactement, exactement, ouais, c'est dans leur c'est culture. Mais ce ancré qui... dans leur culture, ça. Bah ouais, bien sûr, mais après, quelque part, là, on en revient un petit peu à un sujet un petit peu philosophique, mais quelque part, la société et la civilisation dans laquelle tu vis te contraint à agir comme ça, te contraint un petit peu à comment dire? Ouais, c'est ça, te contraint un petit peu à adopter des codes qui sont pas forcément ton éducation, qui sont pas forcément ce que toi tu aimerais être, mais la société te contraint à être comme ça parce que bah, c'est obligé quoi. À partir du moment où tu te fais manger par tes 25 voisins qui sont à droite et à gauche de toi, à un moment donné tu es obligé d'être individualiste et égoïste pour pouvoir survivre quoi. Je pense que c'est un Mmh. petit peu le cas de la Chine. Néanmoins, quand tu pars en vacances, voilà, lâche du lest, prends-la un petit peu à cool, respecte le pays qui t'accueille, voilà, fais un effort sur ça quoi. La France et la Chine, ça se ressemble. Écoute, je suis pas allé en Chine, enfin du moins que de passage via l'aéroport, donc je peux pas trop en juger. Mais pourquoi dis-tu ça? Tu as une expérience à partager, Athanas? Pour quelle raison tu dis que la France et la Chine, ça se ressemble? Après, c'est vrai que, de manière générale, la France, avec les États-Unis, fait sûrement partie d'un pays, avec l'Allemagne aussi, je pense, où il y a énormément de diversité de pays, de religions, de civilisations différentes. C'est-à-dire que on dit que la France, c'est le pays de l'immigration, européen du moins, parce qu'après, aux États-Unis, c'est abusé. Mais donc, du coup, ça crée aussi, genre, sans le savoir, sans le vouloir, aussi des clans, un petit peu. Et enfin, des clans, des civilisations dans le pays, qui fait que bah, ça accentualise pardon, le côté individualiste, quoi, je pense. Ces deux grands pays plats au milieu d'un continent. Ouais, d'un point de vue géographique, ouais. Alors après, La Chine, c'est pas si plat que ça. la France, ouais, bon, la Chine, c'est pas si plat que ça. Si, quand même, déjà, on parle pas des mêmes surfaces, déjà. Et puis, les hindous, on en parle, ils sont affreux. Oui, c'est vrai que les hindous sont aussi un petit peu dans le même lot, je pense, que les Chinois. Mais ça, Ah, c'est c'est vrai côté que oriental, hein. c'est... Ouais, le côté oriental, d'accord, mais c'est pas pour autant que le Japon sont pareils, tu vois. Pourtant, ils sont plus oriental à l'oriental que, tu vois. Mmh. Non, mais sérieux, on parle comme ça, je vais l'étudier tout ça correctement. Hein. Non, non, mais libre à toi de faire... Libre à toi, libre à toi. Non, 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 mais évidemment. D'être sérieux. Comment ça, on est sérieux? Non, les hindous sont vraiment un petit peu dans le même lot que les Chinois, mais bon, tu peux pas... tu peux pas dire comment dire? Tu peux pas dire genre les hindous et les Chinois sont individualistes parce que ils sont tous comme ça. Non, c'est pas possible. Parce que c'est aussi... Oh, bah, après, les hindous, ils sont aussi 1,1 milliard ou 1,2 milliard. Hein. Donc déjà, entre l'Inde et la Chine, déjà qu'une personne sur 4 dans le monde, ou une personne sur 3, mais bon, on va dire sur 4, c'est un hindou ou un chinois. Imagine le délire, d'un point de vue ratio déjà. Donc après, il faut comprendre que, bon, c'est sûr que la surface, la démographie, à un moment donné, je veux dire, le territoire, il n'est pas extensible, quoi, tu vois. Donc les gens, ils s'entassent, ils s'entassent, ils s'entassent, et ben, après, les ressources, elles diminuent aussi à titre individuel, et les ressources, elles diminuent, que ce soit des ressources de place, que ce soit des ressources qui permettent de manger, des ressources financières, des ressources de plein de choses. Et du coup, ben, ça accentualise, c'est ce que je disais, le côté un petit peu individualiste, quoi, le côté un petit peu égoïste. Pourquoi les cannibales continuent à pratiquer le sacrifice humain après la conversion à la chrétienté? Oula, oula. On est parti, donc le sujet de base c'était la vie parisienne, et tu me parles de cannibales. Alors je vois pas où c'est que tu veux en venir, mais ça je m'intéresserait pense de qu'ils te savoir. charrient. Ouais, ouais, je pense. Oh putain. Oh putain. Paris est sale. Alors, la vie parisienne est chère. Ah, sujet intéressant. Sujet intéressant. La vie parisienne est chère. Oui, la vie parisienne est chère.
Mais, mais, les salaires sont aussi côté un petit peu économique et aussi un petit peu plus important. Donc forcément, alors c'est pas pour autant que ça justifie un loyer de 900 euros pour un 20 mètres carrés, même si bon, il y a de la spéculation un peu partout, mais bon, vraiment à Paris. Euh, Là où c'est vraiment cher, je trouve, c'est dans tout ce qui est un petit peu bah, culinaire, quoi. Enfin, culinaire. Je parle vraiment de général. Tu vas prendre un café euh, à Paris, tu en as pour 3 euros. Voilà. Et pour la gueule, quand ils viennent en campagne, en vacances ou en province, qui vont dire ah non, mais le café, 1,30 € moi je le paye pas. Hein. Pardon. Moi, je me Plaît-il? rappelle, j'avais payé un Coca, 6 € le Coca. Ah ouais, non, La mais bon, canette, hein, après, les t'étais quoi? T'étais sur les Champs-Élysées? non, non, j'étais, bah, au Stade de France, dans les petits, tu sais, les petits Starbucks là, les petits Ouais, trucs. ouais, 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 ouais. Ah bah t'imagines le délire? Alors là, c'est Ouais. plus la plus-value, hein, c'est plus la plus-value, parce qu'en plus, ils prennent ça en gros, donc tu vois, t'imagines bien que là, c'est les chiffres et les recettes de la fin de la journée sont importants. Donc c'est pour ça, Ouais. après, je pense que le phrasé «l'argent appelle l'argent», je pense que c'est réel, hein. Je pense que c'est une réalité. C'est plus il y a de l'argent dans les salaires, dans les bourses des gens, plus les gens ont un capital financier plus important, donc du coup, ils ont tendance à être plus bah, plus, je dirais, tenté d'investir ou de dépenser. Et par conséquent, ça se ressent aussi sur le prix d'achat de vie au quotidien. Quand tu prends un métro, je sais pas combien est le problème dans le prix du ticket de métro. Et bon, C'est, très... 1,40 l'heure, je crois. Quoi? C'est 1,40, 1,40 € l'heure, je crois, ou Ah, les 10 trajets ou c'est les pas au trajet que tu payes ça? je sais Après, ça dépend, plus. t'as sûrement des forfaits à abonnement. Bon, peut-être que le métro, c'est un mauvais exemple. Oui, Mais, ouais, mais un truc tout bête, je sais pas, peut-être au niveau des fringues, au niveau de la... Moi, le truc qui me choque le plus, au-delà des loyers, parce que les loyers, c'est exorbitant, mais bon, ça, c'est... Tout ce qui est capitale, côté hein. géographique, malheureusement, loyer, immobilier, tout ça, c'est côté géographique, ça... C'est évidemment le secteur d'activité, le marché où il y a le plus de spéculation au monde, enfin, de manière générale dans le commerce. Mais là où ça me choque le plus, c'est sur le côté culinaire, un petit peu alimentaire, tout ça, quoi. Pas culinaire, mais plutôt alimentaire. Tu vas prendre un café, tu vas prendre, comme tu dis, un coca à 6 euros. Tu réfléchis à deux fois avant de boire une gorgée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, est-ce que j'ai vraiment soif ou... tu vois ce que je veux dire? Parce que Tu bon, vois la fontaine. t'as un budget, tu restes 2 semaines. C'est un peu comme tu vas au ski, tu sais, avec le sketch de Gad Elmaleh, tu sais. Ouais, t'as 50 centimes qui coulent le long de la bouche, tu vois. C'est un peu pareil. Tu payes ton coca à 18 euros, t'es en mode. Ah, putain! Dans certains endroits de la France, c'est une tub, c'est une pipe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. déjà, le problème avec Paris et le reste de la France, et le reste de la France, Paris est en pleine mondialisation, alors que le reste de la France aimerait se retourner vers ses sources. C'est très vrai. C'est très vrai. Il y a vraiment la province qui a ce sentiment et cette volonté de, de- de conserver ce côté un petit peu ancien, traditionnel, savoir-faire à l'ancienne, etc. Qui souhaite vraiment se développer en ce sens. À l'inverse, où effectivement les grandes villes comme Paris, New York, la capitale du monde, etc., sont en pleine mondialisation, exactement, sont en train un petit peu de, comment on peut dire ça, bah, de développer tous les secteurs en fait, peu importe leurs origines, peu importe tout. Vos critiques sur Paris sont des critiques de la mondialisation. Euh, oui et non, oui et non. Oui, c'est vrai que dans l'ensemble, tu peux retrouver un petit peu ces mêmes clichés-là dans les grandes villes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de grandes villes, que ce soit Paris, que ce soit New York, que ce soit Lyon, Bordeaux, dans les grandes villes de France ou du monde. C'est vrai que, alors je connais pas très bien les New-Yorkais de base, mais j'imagine qu'ils sont aussi individualistes, qu'ils sont aussi égoïstes, enfin égoïstes, je sais pas, mais ils sont pas réputés pour faire la gueule à chaque coin de rue ou ne pas donner, ne pas aider leur prochain ou laisser crever le petit vieux dans le coin de la rue. Tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'à Paris, oui. Alors je sais pas si c'est typiquement la mentalité française qui veut ça, et ça ne m'étonnerait même pas parce que le français c'est le râleur par excellence. Euh, et voilà, mais toutes vos critiques sur Paris sont des critiques de la mondialisation. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Pas tout, mais une grande majeure partie, ouais. Euh, On va passer à un autre thème.
c'est les Parisiens sont arrogants. Sont-ils arrogants, pardon. Donc arrogant, on entend là par méprise son prochain un petit peu, il se sent un petit peu le centre du monde, un petit peu au-dessus de tout le monde, il fait que râler tout le temps, voilà, un petit peu dans ce côté-là. Donc moi je rebondis un petit peu sur ma première expérience que j'ai vécue là, que j'ai expliqué au début du live. Euh, c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une sorte d'arrogance vraiment malsaine venant des gens. Ils ont une certaine prétention, ils doivent penser que euh, ils valent mieux que le prochain, que leur prochain. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils, ils- ils se sentent vraiment au-dessus de tout le monde. Et c'est vraiment une sorte ouais, c'est de l'égocentrisme, de l'égoïsme. Ou c'est même pas de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme, vraiment. Ils pensent qu'ils sont vraiment au-dessus des autres, quoi. Et ça, c'est typiquement français. Enfin, parisien, du moins. Parisien, du moins. Après, je sais pas si à Marseille ou à Lyon ou dans d'autres villes c'est comme ça, parce que j'ai pas eu l'occasion de. Mais le peu de fois où j'ai voyagé un peu dans la France, j'ai pas vraiment eu ce sentiment-là quand j'ai traversé d'autres pays, enfin d'autres endroits de la France qu'à Paris, quoi, par exemple. Moi, je sais pas si t'as eu ce sentiment-là un petit peu, Max, mais genre le côté un peu Heu, arrogant, le côté un petit peu, bah, tu te sens un petit peu comme une merde, tu vois, un petit peu comme la personne qui bah, est un petit peu en dessous, quoi. tu très peu regardé, quand tu es dans la foule ou quoi, tu es très peu regardé. Après le Parisien, il a cette, vision des étrangers comme, je trouve pas mes mots, Ouais, il comme, a la vision du plouc, quoi, en fait. C'est en gros, t'arrives de province, t'arrives de l'étranger, pas du etc. plouc, mais il se dit enfin, tu sais, en France, on a très: «Ouais, moi, ma ville, elle est meilleure que la tienne», tu vois? Ah oui, ah oui. Bah alors, En France, on est alors très, déjà, moi, il y a un truc qui me dérange énormément, et c'est bien que tu en parles. On l'évoquera après, mais c'est la culture, c'est la jalousie de son prochain. Et ça, on va en parler parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Mais c'est surtout à titre de comparaison avec les autres pays du monde. Mais ça, on en parlera après, c'est important. Euh, ouais, donc du coup, ouais, c'est sûr que ce que tu disais, c'est tout à fait fondé, hein, c'est tout à fait fondé. Après, bon, non, il y a Athanas qui nous dit l'aura de Paris, c'est tout ce qu'ils gagnent avec leur vie de merde, alors ils s'accrochent, évidemment. Euh, ouais, ouais. En fait, je pense que déjà, euh, beaucoup de jeunes étudiants, visent Paris parce qu'ils savent qu'à Paris, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pourquoi? Parce que les salaires sont mirobolants comparé au staff. Alors, peut-être qu'il y a du taf, voilà, mais il y a surtout beaucoup d'argent. Et du coup, ben, ils ont un petit peu ce sentiment de, ben voilà, je vais faire mes études là-bas parce que je vais pouvoir rebondir derrière sur un métier et sur un travail et du coup bien gagner ma vie, du moins commencer un petit peu ma vie professionnelle et avoir le pied à l'étrier avec un bon petit salaire pour pouvoir investir et ainsi de suite et un petit peu enclencher ça rapidement. Sauf que, à mon sens, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Bon, là, on croise un petit peu deux sujets, mais c'est pas grave, ça reste dans la vie parisienne. Euh, euh, c'est vraiment un petit peu se tirer une balle dans le pied parce que, franchement, hein, moi, ruiner ma jeunesse, 10 ans de ma vie ou 15 ans de ma vie pour aller vivre à Paris et vivre comment eux vivent. Et par contre, avoir un salaire à 5 000. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, hein, même à Onyx, je préfère à la limite gagner 1 500 €, vivre en Corse ou vivre en province, être tranquille et tout, en campagne, et avoir une qualité de vie correcte, mais voilà, pas non plus gagner des milliers et des cents, plutôt que d'être à Paname et gagner 5 000 € ou 8 000 € par mois, hein. Mais je signe même pas en rêve, hein, même pas en rêve, hein. Et pourtant, Dieu sait que l'argent est important aujourd'hui pour vivre, pour investir, etc. Mais c'est après, on rentre un petit peu dans la côté un petit peu capitaliste. Et c'est vrai que l'argent domine tout, hein, attention, hein. Là, à Paris, pour l'argent, ça s'appelle l'exode rural. Ouais, exactement. La France est beaucoup trop grande, mais c'est la stratégie militaire qui a tracé les frontières. Euh, oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi un côté historique avec les premières et secondes guerres mondiales. Il y a beaucoup de. Ouais, ouais. Et bon, pas que. Pas que. Parce que la stratégie militaire de l'ancien temps. Ouais, ouais, après. Enfin, c'est quand même très récent dans l'histoire avec un grand H, hein, où les gens. Où les jeunes, du moins, parce qu'on parlait des jeunes, se rendent à Paris, hein. C'est très, très, très récent, hein. C'est devenu vraiment.
enfin, je dirais dans les 30-40 dernières années, c'est devenu quelque chose qui est devenu presque à la mode chez les jeunes. Nous, ici en Corse, on dit putain, mais moi je vais faire mes études à Paris ou je vais faire mes études à Aix ou à Marseille. Euh, je veux dire, je veux dire les études, en fait, elles sont les mêmes partout, entre guillemets. Après, certes, t'as pas À les des. grandes écoles. Voilà, c'est des grandes écoles, etc. Mais, euh, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'argent. Il y a quand même beaucoup d'argent et du coup, ça appelle le monde. Et c'est vrai que Paris séduit à sa façon, quoi. Paris séduit à sa façon. C'est un peu la ville de l'amour, la ville de l'argent, la ville chic, la ville de la mode. Voilà. C'est très cliché hein, ce que je dis parce qu'on parle beaucoup de l'aspect négatif de Paris, mais il y a aussi sûrement des aspects positifs. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de mode, il y a beaucoup de style, il y a beaucoup de stars, il y a machin, mais ça, c'est un peu comme dans toutes les grandes villes, hein. Mais voilà, quand tu vois qu'il y a des stars du monde entier qui se rendent à Paris, parce que Paris, c'est là où il y a toutes les grandes marques, toutes mode et cosmétiques au monde, etc. Bon, moi, Ah, t'as personnellement, tous les magasins, t'as tout ce que tu veux. je m'en balèque. Voilà, je m'en balèque, plus, plus. Mais bon, c'est une réalité, c'est une réalité. Nantes, on a pour toute l'histoire de la France, c'est un de ces bordels. Ouais, non, mais j'imagine bien, mais ça, on parlera en temps réel. Donc voilà, un autre terme qui me tenait à cœur, c'était, euh, juste après que tu aies parlé de ça, Max, c'était côté un petit peu jalousie de la réussite de son prochain. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai la chance, bon, je n'ai pas voyagé énormément dans ma vie, mais j'ai quand même eu la chance de voyager en Thaïlande. J'ai fait un petit peu, bon, là, voilà, j'ai fait je suis passé à Dubaï aussi un coup de vent. J'ai été à New York, voilà, j'ai eu la chance d'aller en Allemagne. Donc, j'ai eu un petit peu l'expérience étrangère, un petit peu. J'ai pu regarder les civilisations de comment elles vivent un petit peu comparé à nous. Et il est vrai que dans le commun des mortels des autres pays, il n'y a pas ce côté où tu jalouses la réussite de l'autre, tu vois. Ça, c'est la culture française, hein. Ça, c'est typiquement français, c'est quelque chose qui me rend dingue. C'est-à-dire que, et en plus encore, c'est amplifié encore plus. C'est-à-dire que il y a le côté un petit peu, tu sais quoi, toi t'as réussi, t'es qu'un pauvre type, t'as eu de la chance. Ou en fait, tu as ce sentiment tu dois rabaisser la personne qui a réussi pour te sentir toi en valeur en fait. Et c'est ça, c'est presque malsain, c'est presque hypocrite. Et je pense pas que ce soit presque hypocrite, c'est hypocrite complètement. Dans le sens où euh, le commun des Français va dire, voilà, putain, il est râleur, il est jamais content, il veut toujours rabaisser son voisin ou son prochain, parce que lui, en fait, il est malheureux dans sa pauvre, misérable vie, je pense. Après, c'est, encore une fois, une généralité, un cliché, mais ça, c'est typiquement la mentalité française, hein. Tu vas à New York, les mecs, des stars ou pas des stars, c'est pareil quoi. Je veux dire, le mec qui travaille à McDo, il va pas avoir honte parce qu'il travaille à McDo, tu vois. Ici, il y a presque un sentiment de dégradé, quoi, de mec de sale, quoi, à faire les ménages à l'Elysée ou à faire les ménages dans un McDo, quoi que ce soit. Alors que pas du tout, il n'y a pas de sous-métier, tu vois ce que je veux dire. Chacun peut être fier de C'est son à prendre, parcours. ça. Si t'as pas les derniers iPods, si t'as pas les derniers trucs, si t'as pas les dernières Ouais, c'est ça, modes c'est ça, c'est ça. C'est vestimentaires, en si t'as pas fait, la dernière voiture, t'es vu comme. t'as le sentiment. Mais ça encore, ça c'est encore autre chose parce que genre t'as toujours, ça c'est l'humain avec un grand H, qui veut toujours plus, tu vois. Qui veut toujours la Ouais, productivité, qui mais veut le toujours avoir français le en niveau lui-même, supérieur. il critique beaucoup ça, il juge beaucoup ça. Quand tu Ah vois oui, que ah oui. toi, t'as pas les dernières Adidas à tes pieds, euh, t'en Ah as mais c'est toujours un certain. et pour te dire pourquoi t'as pas cette paire de chaussures là. Ouais. Et ils comprennent pas qu'on n'a pas tous les mêmes vies en fait. En France, on est des clones. Si t'as pas les mêmes salaires, si t'as pas le même loyer, si t'as pas tout ça, t'es mal vu. Non, mais c'est même pas une question d'être des clones ou d'être tout le monde rentrer dans un moule ou quoi, parce que c'est pas vraiment le cas. Mais je pense que il y a un côté où tu jalouses systématiquement, même la personne qui gagne moins bien ta vie que toi, si dans sa misérable vie, dans sa misérable vie, à me parler, mais genre si, admettons, tu prends le cas de deux personnes, deux individus. Tu en as un qui va avoir une vie avec un salaire de 15 000 euros par mois et un qui va avoir un salaire de 1500 euros par mois. Il y a un rapport de 10. C'est énorme dans une vie, évidemment, sur un salaire, c'est énorme. Néanmoins, tu as la personne qui gagne 1500 euros par mois
qui lui est très heureux, très amoureux, très heureux avec sa famille s'entend super bien avec eux, très amoureux, voilà, ils ont une vie famille fantastique, ils se sentent très heureux sur le plan familial, de couple, plan amoureux, etc. Mais effectivement, sur le bien matériel, bah bon, il est normal, quoi, il n'est pas au-dessus de ses moyens, il vit normalement. Et à l'inverse, tu vas avoir le deuxième individu, celui qui gagne correctement sa vie, 15 000 euros par mois, on n'est pas sur quelque chose de correctement, hein, mais... Salut Nico. Tout est devenu superficiel, absolument, absolument, on en parle juste après. Et en fait, moi ce qui me dérange, c'est que c'est possible, si les deux personnes sont de nationalité française et vivent en France depuis au moins plus de 30 ans, ou du moins a un petit peu une expérience française, il est possible que la personne qui ait 15 000 euros par mois trouve quand même quelque chose à redire ou à envier chez la personne qui gagne 1500 euros par mois. Là, on parle vraiment d'argent parce que c'est un petit peu le centre de la discussion. Mais, genre, il va sûrement dire quelque chose comme... quelque chose qui va rabaisser l'autre dans le sens où, ouais, mais regarde, moi, tu vois, même s'il sent que par exemple avec sa mère ou avec son père ça va super bien et tout, qu'il a des très très bonnes relations, avec sa copine ça va super bien, je sais pas, ils vont fonder une famille, etc., etc. Et ben lui, même si sa pauvre vie, elle est misérable, mais par contre à côté de ça, il gagne énormément d'argent, il va faire croire à l'autre, même si c'est pas vrai, hein, même si c'est un mytho, hein, ça c'est le but, hein, il va faire croire à l'autre pour se sentir un peu encore plus en valeur et garder son statut de, ben voilà, de je suis au-dessus de toi, il est capable de mitonner sur sa propre situation. Tu vois. Et c'est là où on rentre vraiment dans du déni. On est vraiment dans du déni. Là. Le mec, il se Ouais, ment je suis à d'accord, je suis lui-même pour d'accord. se persuader lui-même qu'il est au-dessus de l'autre. Tu vois où ça va quand même. Attendez, faut arrêter quand même. Faut arrêter. Ce n'est pas que propre à Paris, c'est dans toutes les grandes villes. Ce serait pas parce que c'est comme ça que se fait la politique pendant la Révolution. Ce serait pas parce que c'est comme ça que se fait la politique pendant la Révolution. Alors j'ai pas compris la deuxième partie de ta... Ah non, mais c'est pas Nico, pardon, parce que je suis les deux en bleu, my bad, my bad. Mais ce n'est pas que propre à Paris, c'est dans toutes les grandes villes. Exactement, exactement, c'est ce qu'on disait Nico juste avant. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on disait que là on est vraiment sur le thème Paris, mais effectivement dans toutes les grandes villes de France et même dans toutes les grandes villes du monde, je pense, c'est quand même assez comme ça. Néanmoins, ce qu'on évoquait juste avant là avec Max sur le côté envie et jalousie de l'autre, c'est typiquement français. C'est typiquement français et pas qu'à Paris, attention, hein, je parle de la France au sens large. C'est typiquement français Et là on parle vraiment d'égoïsme. On parle d'égoïsme, on parle de... Je sais pas s'il y a ce sentiment d'infériorité et je sais pas si ça a une connotation avec l'histoire de la France. Mais je pense que peut-être Athanase, qui a pas mal de culture ici, pourra nous confirmer ça. Mais c'est peut-être une histoire de culture et d'histoire, histoire de la France, qui fait que ben, le français, j'ai l'impression qu'il se sent tout le temps rabaissé et donc par conséquent, il a ce sentiment, ce besoin de toujours vouloir se sentir un peu en avant, en valeur, etc. C'est ce que j'essaye de dire. Ah, d'accord, je comprenais pas ta phrase du dessus, c'est pour ça. La satire, c'est un style français. Absolument, absolument, absolument. Critiquer, exactement. C'est exactement ça que je voulais faire référence. C'est la critique facile, c'est critiquer son prochain, etc. C'est exactement ça. Tout ce que tu dis revient à la pyramide de Maslow. Mais je sais pas si tu connais. Alors, la pyramide de Maslow, ça me parle de nom. J'ai dû l'étudier en cours, mais tu sais, moi, les cours, j'étais pas très. Voilà. J'étais présent, mais que physiquement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement que j'avais des facilités en cours et que j'ai pas trop foiré mes études. Mais sinon, à côté de ça, non, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, du moins. Mais ça me parle. Pyramide de Maslow, ça me parle fortement. D'ailleurs, je vais checker de suite. Hop, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, d'ailleurs, je vous parle de mon écran. Clac, 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 bim. Vous avez vu comment on est efficace ici? Tac, tac. Alors, non. Hop, hop. Voilà. Alors, la pyramide de Maslow. Selon l'idéologie du travail. Donc là, on est un petit peu dans le... ouais.
Le top de la pyramide, c'est le besoin d'accomplissement de soi, donc sûrement la confiance en soi, ou c'est même pas une question de confiance en soi, c'est pas autre chose. Le travail donne sens à sa vie, on se sent accompli par le travail, on se sent à sa place dans la communauté, la société, le monde. Donc là, c'est vraiment quand tu atteins un certain graal au sein même de la société, tout confondu, dans ta vie de famille, dans ta vie de société, dans ta vie de travail, etc. etc. C'est un petit peu le graal voilà, de l'accomplissement. Deuxième partie, on a le besoin d'estime. Donc là, c'est la deuxième partie, la reconnaissance et l'appréciation des autres. Donc c'est un petit peu le regard des autres, c'est un petit peu ce qu'on vaut par rapport aux autres. Le travail accompli apporte la reconnaissance du patron, des clients, des collègues aidés, des patients soignés. L'activité produite par le salarié est utile et ceux qui bénéficient de cette activité lui sont reconnaissants, savent le féliciter, le récompenser et apprécier l'activité. Donc c'est une certaine reconnaissance. Et bon, c'est la reconnaissance pure et dure et c'est ce qui valorise un petit peu le travail. Donc on parle bien du travail accompli. Ok. Le besoin d'appartenance, c'est ce que tu dis Nico, et visiblement, par rapport aux appartenances. Ouais, le besoin d'appartenance, donc l'amour, l'affection des autres. L'environnement social du travail permet aux salariés de se sentir choyés dans un groupe, d'appartenir à une communauté, d'être inclus dans la société et d'être aimé pour ce qu'il fait avec les autres. D'accord. Ça me parle cette pyramide, elle me parle. Le quatrième point, c'est le besoin de sécurité. Juste un bon exemple du bordel que foutent les sociologues français. Ah bah ça. Mais ça, on est encore sur autre chose. Hein. Non, après, on va parler aussi de pédagogie parce que faut dire ce qui est. Hein. Je trouve plus le mot. L'éducation française, parlons-en. Et parlons-en suffisamment parce que l'éducation française, c'est de la merde. Bien d'accord, c'est de la merde. L'éducation française, elle est révolue depuis 60 ans. Quand on voit ce qu'il y a dans les programmes des gamins et des ados d'aujourd'hui, et tu pètes un plomb. Tu t'es vraiment à te demander si... parce qu'après, avec le recul, avec l'âge, la maturité, tu te dis... Putain, mais c'est fou. On a vraiment été éduqués et formatés par ça, par ces livres-là, par ces profs-là, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Regardez, selon l'idéologie du travail, c'est écrit que c'est de la merde à un moment. Alors, attends. Où c'est que tu vois ça? Selon l'idéologie du travail. Selon l'idéologie du travail. J'ai du boulot, moi. Et par contre, je sens que Katanas, on va faire des émissions ensemble, hein, parce que ça m'intéresse, là, ton... On va finir vite fait la pyramide et puis on va passer après à un autre point. Besoin de sécurité. Donc l'environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise. Ce qui correspond en fait au travail en procurant un salaire convenable et régulier, ainsi que des horaires bien définis qui permettent d'établir une vie régulière, prévisible, sans angoisse du lendemain. Donc ça c'est un petit peu ce que le commun des Français, la personne un petit peu lambda, Pierre, Paul, Jacques, souhaite atteindre. Comme ça le besoin de sécurité, un petit peu mettre son foyer et sa propre personne à l'abri. C'est un petit peu voilà, c'est la deuxième étape à franchir. La toute première, c'est le besoin physiologique. Physiologique, c'est-à-dire c'est les besoins nécessaires vraiment au sens premier du terme. La faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil et l'élimination. Qui correspond au travail qui répond à ces besoins et le salaire permettant d'acheter nourriture, avoir un logement décent. Donc tout est lié en fait au travail et aux finances. C'est ça, en fait, ce que relate la pyramide de Maslow. Eh ben, très bien. Très bien, très bien. En haut à droite, selon l'idéologie du travail. Oui, bien sûr, bien sûr. On parle là, c'est ce que je disais justement pour résumer la pyramide, c'est qu'on parle bien là donc de l'aspect, de la connotation avec le travail, avec l'aspect financier, l'aspect du salaire. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Nous sommes très bien d'accord. C'est de la putain de propagande économique. Ah, mais exactement. Mais exactement. C'est en gros, travail, sois productif. Et c'est tout, quoi. Grosso modo, c'est ça, quoi. Et c'est devenu un petit peu l'objectif numéro 1. Et là où moi, ça me fait très très peur, c'est que, à côté de ça, à côté du stream qui est devenu un petit peu ma passion, qui a toujours été un petit peu le stream game et tout, à côté de ça, j'ai la chance d'avoir monté ma propre agence, ma propre agence de communication. Et je ressens un petit peu ce besoin tout le temps de... pardon. Ce besoin tout le temps d'aller plus loin, de toujours travailler plus, développer plus, avoir plus, tu vois. Et des fois, je me dis, putain, mais non, arrête-toi un petit peu 2 secondes, genre, tu vois. Pose-toi un petit peu 2 secondes, prends du recul, prends de la hauteur, et dis-toi, est-ce que tu peux pas faire les choses autrement? Est-ce que tu peux pas justement faire une action qui sorte un petit peu de l'aspect financier, économique, du commerce, tu vois. C'est
C'est exactement ça. C'est travail et tu pourras monter dans l'échelle de la société. C'est exactement ça. Bah en fait, voilà. Et, mais malheureusement, on y est. Hein. C'est trop tard hein, pour changer quoi que ce soit de la société. Hein. Je pense que c'est... là, on est dans une société de capitaliste. Hein. Complètement. Hein. C'est... Là, il n'y a que le capital qui compte, il n'y a que l'aspect financier, il n'y a que l'argent, il n'y a que la monnaie. Hein. Sauf qu'à un moment, ton travail paye si tu as de la chance. Si tu as de la chance, le problème, c'est qu'il y a travail et travail. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire la valeur de l'argent? Là, on n'est pas du tout dans le même thème, mais on philosophie un petit peu, on fermera la parenthèse un peu plus tard, mais on continuer parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que veut dire la valeur d'un travail ou d'un service? Aujourd'hui, moi, je peux te dire, je te parle par expérience, tu peux apporter de la plus-value, de la valeur à un travail ou à un service, rien qu'avec des mots. Je te prends l'exemple d'un travail tout con, là, énormément de partout, les commerciaux, les apporteurs d'affaires, les ce que tu veux, les commerciaux. Et je pense que Nico peut très bien en parler. Quand tu as un commercial qui apporte de la plus-value à un produit ou à un service ou à une prestation, tu crées de la richesse, tu crées de la valeur. Tant, le bien ou le produit en lui-même, lui, ne change pas, en fait. Donc c'est toi, tes propres mots, tu vas apporter de la valeur à quelque chose. Et c'est là où c'est un petit peu bâtard, parce que tu vas dire, putain, ok, moi sur un seul et même produit, admettons, je prends un exemple, sur une cerise, une grappe de cerise, d'accord, donc 2 cerises, je vais dire voilà, en sachant qu'elle a été, par exemple, qu'elle a poussé de la même manière, qu'elle est identique en fait, hein, par le même producteur, elle a le même goût, elle a le machin, le truc. Eh ben, si t'as un commercial qui va vouloir la vendre, d'accord, et un autre commercial qui va vouloir la vendre, tu vas voir qu'elle va pas avoir la même valeur, elle va pas avoir le même prix. Donc en fait, la valeur est complètement éphémère. La valeur et l'argent. Oui, capitalisme égale individualisme. Exactement, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, si t'es bon avec un 3% max. Quand t'as un banquier à la tête du pays, déjà, on est sur du capitalisme pur et dur. Non, mais déjà, Nico, on est là, le capitalisme, et je pense qu'il date d'il y a bien plus d'années que 4 ans, hein, qu'avant Macron. Hein. On est sur un modèle capitaliste depuis pratiquement... je pense déjà depuis au moins un siècle, depuis au moins les années 1900, ça c'est certain, depuis avant la Première Guerre mondiale, ça c'est une certitude. Mais je me demande même si ce n'est pas depuis bien avant. Hein. Et je pense peut-être même pas depuis... pas depuis toujours, parce que quand il y a eu, les esclaves, etc., il n'y avait plus de productivité. Enfin, si, il y avait de la productivité, mais il n'y avait pas de rémunération. Donc, on ne parle pas vraiment de travail rémunéré. Parce que le principe même de l'esclavage, c'est tu travailles, mais tu n'es pas rémunéré. Tu travailles parce que tu es un esclave. Voilà. Mais dans la société d'aujourd'hui, je pense que ça fait au moins 100 ans, donc un siècle, voire plus, que le capitalisme existe. Quoi. Ça, c'est une certitude. Depuis la Révolution, pourquoi tu crois qu'ils t'en ont autant parlé? Ouais, bah après la Révolution 1789, Ouais, je pense que ça a peut-être même un peu plus de temps qu'un siècle du coup. Peut-être même... Peut-être pas autant, mais je sais pas. Je dirais plus depuis les 30 Glorieuses. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible aussi. Mais quoi qu'il arrive, tout ça pour rebondir et pour dire simplement que... je ne pense pas que la société aujourd'hui qui est devenue individualiste, très égocentriste sur elle-même, etc. Et du coup, bah, tout le monde voit un petit peu que pour sa gueule quelque part. Tout le monde est égoïste quelque part. Et encore heureux. Encore heureux que tu vis pas pour les autres, forcément. Quand tu as une vie, tu vis pour toi. Mais peut-être un petit peu trop pour toi, du coup. Et après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler toute ta vie pour au final en vivre que très peu, alors qu'on a qu'un seul passage sur Terre, tu vois, je suis pas sûr. Parce qu'au final, quand tu dis que tu commences à travailler à l'âge de 15 ans ou de 16 ans et que tu prends ta retraite à 65 ans, ça te fait, tu vois, ça te fait 50 ans de taf, quoi. 50 ans de taf, si tu crèves à 75 ans, ou à 80 ans, la durée de vie, je crois, c'est 80. Enfin, c'est le l'âge moyen, je dirais, de l'espérance de vie française, je crois que c'est 80 ou 82, quelque chose comme ça, dans nos années à nous. Reste quoi, 20 ans à vivre, quoi. 20 ans à vivre de ta propre vie, je dirais, hors boulot. C'est chaud quand même, tu vois.
t'accordes quand même beaucoup d'années, beaucoup d'importance au, au système capitaliste quand même, non? C'est vrai qu'avec le recul, tu te poses des questions quand même, hein. C'est vrai, si tu pousses, tu remontes jusqu'à la Chine et l'Égypte. T'inquiète, bientôt vont vous payer pour consommer. Ah non, mais... Ah, à l'occasion, les cardinaux en costume de Francis Cabrel, il parle d'exploitation dans sa chanson. Non, mais on en reparlera si tu veux, y a pas de souci. Oh merde. Euh, Est-ce que Nico, tu veux, comme je disais tout à l'heure en début de live, t'étais peut-être pas là, mais si tu as des expériences à partager, je pense notamment à l'aspect commercial, etc., ou même un petit peu de expérience personnelle par rapport aux Parisiens, à la vie parisienne, ou même à la vie française de manière générale, si tu veux venir en faire part et la partager sur le Discord, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu. Je te remets le lien du Discord dans le chat. Et tu vas dans la partie live et je pourrais te move dans la partie. Tu vas dans la partie salle d'attente, pardon. Je pourrais te move dans la partie live si tu le veux, si tu le peux aussi. Et si tu as quelque chose à partager avec nous. Aussi, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder par rapport aux Parisiens, à la vie parisienne, c'est euh, les Parisiens sont-ils snobs? Vous savez? Genre qu'ils n'ont rien à foutre. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu. On en revient un petit peu au côté un petit peu individualiste. Mais genre, ils sont prétentieux, ils sont snobinards, tu vois, ils en ont rien à foutre de ta gueule, quoi, en gros. En gros, c'est ça. Bon, les choses telles qu'elles sont. Juste sur le tel là, mais la prochaine fois, pas de soucis. Ça marche, y a pas de problème, Nico. Y a pas de problème. Ouais, donc les Parisiens sont prétentieux, sont snobinards, sont, ils sont individualistes, hein, les mecs. Hein. Et c'est pas que les Parisiens, je pense que c'est très français. Hein. Ça dépend de leur classe sociale, je suppose. Ça dépend de leur classe sociale. Alors, Les bourgeois et non, c'était... non, 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 je pense pas. Je pense pas que ce soit une histoire de classe sociale, même si ça doit y jouer un petit peu. Mais moi, tu vois, j'ai un peu l'image de. Genre, t'es dans le métro, tu vois, et il y a un mec qui a ses écouteurs, qui écoute sa musique dans son coin, il fait chier personne, tout ça et tout. Dans son. Vraiment, voilà, il la joue, voilà. Et à côté de ça, t'as quelqu'un attends, merde, quel, euh, quel exemple je voulais donner Le mec qui a son enceinte allumée fort dans le métro? Ouais, ouais, et puis même, c'est même pas ça, c'est genre le côté vraiment prétentieux, genre le mec, il va se mettre en avant, il va se mettre, tu vois, il va vouloir... Et en fait, on peut même rebondir sur ce qu'on disait juste avant, c'est que le mec, il peut vraiment montrer qu'il est supérieur dans la société, tu vois. Qu'il est supérieur autour de lui, toujours euh, bien habillé pour prétendre à être supérieur. Même si le mec, il mange des pâtes la journée, tout le mois, le mec il va avoir sa dernière paire de Gucci ou de que sais-je à n'importe quelle marque là, ou de Prada à 800 balles. Je respecte hein, ceux qui le peuvent financièrement, tant mieux pour eux. S'ils kiffent la marque, s'ils kiffent le modèle, tant mieux pour eux. Mais c'est entièrement capitaliste quoi. C'est entièrement une vision. Enfin, je peux pas quoi. Ah, tu es devant l'OL, tu es devant le match aussi toi. Bah ouais, mais forcément ça aide pas. Après, on a tendance à dire aussi que euh, les Parisiens sont bobos. Les Parisiens bobos, les Parisiens sont gâtés. C'est un petit peu le côté, le bobo parisien, c'est toujours par souci de conviction, il tâcherait d'exercer un métier qui a du sens pour lui. Donc en gros, on fait un petit peu le style bobo parisien, le mec qui est bien dans sa vie, voilà, qui est dans le domaine un petit peu artistique, culturel, dans, dans le journalisme un petit peu, tu vois. Et c'est vrai que comment on appelle ça? Le gros cliché parisien, c'est le bobo, quoi. C'est le mec, il est tellement épanoui, il est tellement, je pense, malheureux dans sa vie sociale qu'il se recentre un petit peu sur son travail. Encore une fois, on parle de productivité, de capitalisme. Et il se recentre tellement sur son travail que il en a même créé carrément un style de vie qui est le bobo, en fait. Le bobo parisien, c'est quelqu'un qui va vraiment... euh, soit il est vraiment en train de se mentir à lui-même et il se ment à lui-même, donc c'est du déni en disant, ben voilà, moi je suis ça, je suis un artiste, je suis un peintre aguerri et je me considère comme un bobo parisien. C'est peut-être le cas, hein, mais bon,
Oh, je c'est un pense pas code, que hein. Je tous les pense Parisiens soient que comme ça, quoi. ouais. Je pense pas que tous les Parisiens sont comme ça. Bon, après, anti-préjugés, préjugés ou pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Enfin, c'est quand même un peu... le côté un peu bourgeois bohème, c'est très Paname, quoi. C'est très Paname. Autre chose, on dit que les enfants de Parisiens sont over-gâtés. Alors, j'ai trouvé ça tout à l'heure sur Internet, j'ai pas trouvé ça très intéressant, mais je voulais voir quand même un petit peu votre avis. Over-gâtés, c'est-à-dire sûrement qu'ils sont des familles un petit peu aisées et que l'éducation qu'il a reçue peut-être n'a pas été très ancienne, quoi. C'est que Bon, j'ai jamais manqué de rien, hein, jamais manqué de rien, mais j'ai jamais non plus été couvert de plein de trucs et tout, quoi, tu vois. Certains ouais, arrondissements, je pense que c'est le cas plus que d'autres. Ah ouais, mais clairement, clairement. bah, c'est Et les quartiers riches, hein. ouais, les quartiers riches, bien sûr, bien sûr. Mais bon, pour les bobos, je sais pas en vrai, je sais pas en vrai. Je pense que c'est très. Je pense que ça dépend des endroits, hein, ça dépend des endroits. Et après, je pense qu'il n'y a pas que Paris non plus, mais c'est quand même très typique de Paris, quoi. Est-ce qu'il y a une catégorie de gens qui préfèrent la vie en ville avec trop de monde? Comment ça? Est-ce qu'il y a une catégorie de gens qui préfèrent la vie en ville avec trop... Ah oui, d'accord. Euh, moi, je pense que oui. Moi, plusieurs fois, j'ai posé la question à des gens du continent et même... Il y a des gens qui aiment la ville, qui aiment les grandes villes, qui aiment le bruit, qui aiment... Enfin, pas le bruit, mais qui aiment le monde, en fait. Qui aiment vraiment beaucoup... Qui aiment le monde, qui aiment le passage, qui aiment le trafic, qui aiment... Voilà. Il y a des gens qui aiment ça. Pas moi. Mais il y en a, oui. Il y en a qui Un kiffent, style quoi. de vie. Ouais, c'est un style de vie. Et puis, même au-delà du fait que ce soit un style de vie, enfin, faut être adapté, hein. Faut être adapté, faut être prêt, quoi. Bah, faut avoir vécu dans ces conditions-là depuis tout petit, où il faut aimer ça, hein. Ouais, sûr. Et puis, c'est clair que si demain tu habites en campagne, en Corse, en Bretagne, en Alsace ou dans les Pays Basques, ou quoi que ce soit, tu te retrouves à Paname, tes parents ils sont mutés à Paris, quand toi t'as l'âge de 13 ou 14 ans, quand t'es en plein dans ton adolescence, je pense qu'il y a un monde où tu le vis très très mal, quoi. Je dis pas que tout le monde le vivrait mal, mais il y a un monde où tu le vis très très mal. Concernant l'éducation, c'est surtout de plus en plus la culture de l'enfant roi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça date, je pense, depuis pas mal d'années. Il est vrai qu'on a tendance quand même à mettre l'enfant, la progéniture un petit peu au centre de tout. Euh, alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas forcément non plus une bonne chose, quoi. Après, je pense qu'il y a un juste milieu à conserver, hein, c'est chaud. Moi, je suis pour le retour de la culture druidique. Ah! Alors, tu vas m'apprendre quelque chose, parce que la culture druidique... Ouais, Ouais, c'est le bébé qui boit les potions magiques. c'est ça. Par définition, la culture druidique, pour moi, c'est les druides. Genre, les druides, j'ai un peu l'image du druide. Qu'est-ce qu'il raconte? Le druidisme est une voie spirituelle, une religion pour certains, une manière d'être pour d'autres. Les druides partagent une croyance dans la nature fondamentalement spirituelle de la vie. Certains auront une préférence pour une façon particulière de comprendre la source de cette nature spirituelle et peuvent se sentir animistes, panthéistes, polythéistes, monothéistes ou duothéistes. Pour ça, c'est les dieux, c'est encore autre chose. D'autres éviteront de choisir tout concept particulier à la déité, croyant que, de par sa nature même, il ne saurait être connaissable pour l'esprit. Le druide d'Astérix. Non, mais c'est un peu ça. Non, mais en fait, je pense que le druidisme ou le retour de la culture druidique, comme par définition, c'est le côté un petit peu où tu suis avant tout ton savoir-être, ta destinée, ta voie spirituelle, ta passion, tes envies, tes rêves, un petit peu dans ce côté-là, et tu mets complètement de côté, voire même tu effaces complètement
ce que la société, ce que le capitalisme peut t'inculquer depuis ton tout jeune âge. C'est-à-dire, ben, en gros, il faut être performant, il faut être producteur, il faut être ci, il faut être ça, il faut être classe, il faut être bien habillé, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un tel, il faut. En fait, c'est des, comme disait tout à l'heure Maxou, c'est, on rentre dans un moule. On rentre dans un moule, on rentre dans un petit peu une sorte de clonage et ils veulent tout le monde dans le même panier, quoi. Ils veulent tout le monde le même type de personnes pour pouvoir sûrement mieux les diriger et les ouais, c'est ça, les gérer à la manière d'un troupeau de moutons, quoi. Voilà. Je pense que c'est un petit peu la finalité. Et surtout la culture de l'Europe avant la chrétienté. Ils auraient banni l'écriture, alors on n'a pas beaucoup de sources. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même il y a un petit moment, quoi. Mais ouais. C'est intéressant. C'est intéressant, mais ouais, là on est vraiment sur un schéma philosophique un peu plus. Enfin, déjà on sort un petit peu du thème initial, à savoir les préjugés, les clichés sur la vie parisienne ou les Français, etc. Mais ouais, là on confronte un petit peu comment dire, un sujet philosophique qui est donc le capitalisme, quand même quelque chose qui est très axé sur la vie de se développer, toujours aller chercher loin, chercher le meilleur, etc. Et là, à l'inverse, un petit peu complètement le paradoxe, c'est euh, bah, tu suis ta voie spirituelle, peu importe si ça te rapporte de la ressource financière ou pas, peu importe si c'est bien vu par autrui, peu importe si c'est bien vu par la famille ou par... voilà, à partir du moment où tu suis ta propre voie spirituelle et ta propre religion, enfin, ta propre croyance à toi, uniquement à toi en tant qu'être humain, ben voilà, c'est considéré comme ça. Donc ça, c'est un petit peu la définition de le druidisme. Le druidisme. C'est pour ça qu'ils abordent l'écologie aujourd'hui en plus. Ouais, enfin après, l'écologie, on est encore sur un autre débat, hein. Tu peux très bien être capitaliste et écologiste, tu peux très bien être écologiste et druidiste sûrement. Euh, voilà, là on est encore dans une branche en dessous. Là. L'écologie aujourd'hui ça veut plus rien dire, hein, parce que je suis désolé, les écologistes qui disent qu'ils sont écologistes, qui pensent à la Terre et qu'au final, ils vont envoyer les petits noirs à Madagascar en train de piocher dans les mines pour ramener des pierres précieuses et les revendre sur le marché. Voilà quoi, c'est pas d'écologie, ça, c'est de l'esclavage. Voilà. C'est un petit peu de l'esclavagisme. Un thème qu'on va aborder aussi, avant de toute façon il reste 10 minutes, on va clore sur ça, puis après on va un petit peu faire une petite conclusion, une petite synthèse de tout. Euh, par, par exemple, les écolos à Lyon sont à 10 000 lieues de nos vies. Ah ouais? Comment ça? Putain, c'est dommage que je puisse pas venir sur Discord, ça serait super intéressant d'avoir ce point de vue-là. Comment ça, c'est à 10 000 lieues? Pour quelle raison? Parce que les écolos... écolos à Lyon sont à 10 000 lieues de nos vies. Ouais, j'imagine qu'eux, ils sont vraiment genre dans la culture du bocal en verre, dans la culture du non-plastique, dans la culture du bois, la culture de la machine à linge à l'air. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais genre un peu dans l'histoire, quoi. Ils sont vraiment top niveau, quoi. Coff influence suisse, coff coff. Tes souhaits? Ah, tes souhaits, tes souhaits. Ouais, donc les Parisiens pensent, pardon, qu'ils sont l'élite de la France. Attendez, on va juste finir ça. Ils font tout pour bloquer le centre-ville avec plus de voitures et à bloquer des routes pour des pistes cyclables sans vélo dessus. Ah, mais ça et ça, c'est...
Ça, c'est même pas le Lyonnais. Enfin, tu parles en connaissance de cause parce que tu es à Lyon, mais ça, c'est la stupidité française, ça. Enfin, française, c'est la stupidité de l'humain, tout simplement. C'est comme si le mec qui dit non, mais nous, on est écologiste, mais par contre, on a envoyé 100 avions donc avec du kérosène qui pollue à mort, tu vois. Il n'y a pas plus gros carburant qui pollue autant, tu vois, pour aller transporter tel truc de tel endroit à tel endroit, tu vois. Genre, c'est complètement débile. Encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. Enfin, je mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Il y a sûrement des écologistes qui sont très intégristes, très, euh, très engagés, etc. Mais bon, voilà quoi. Il y en a très peu qui sortent du lot. Hein. À l'échelle internationale, c'est vrai, c'est Paris le sommet de la France. Bah ouais, hein. Faut croire. Hein. Bah, Paris le sommet de la France, oui, pourquoi? Parce que déjà, c'est la capitale. Donc déjà, bon, et ça c'est vrai que par contre, c'est vrai, enfin, pas que c'est typiquement français, mais genre, admettons, tu prends l'Allemagne, notre voisin géographique, tu vas dire que par défaut, tu vas peut-être penser dire que c'est peut-être Berlin qui est la plus évoluée, la plus développée d'un point de vue élite intellectuelle. Pas forcément, tu vois ce que je veux dire. Pareil pour la France. Moi, je pense demain, un Britannique qui pense que Paris, il y a forcément l'élite de la France. Je suis pas très sûr. Mais c'est sûr que s'il y a eu des études de fait que, par exemple, les étrangers pensent qu'à Paris, bah, c'est l'élite, peut-être parce qu'il y a une communication autour de ça aussi, qui est aussi pensée et préméditée, quoi. Exemple. Colomb, l'ancien maire de Lyon, a fait en sorte que les berges du Rhône soient accessibles pour vélos, trottinettes, piétons. Et la route au-dessus, les écolos ont supprimé des voies de voitures pour en faire une piste cyclable. Jamais de vélo dessus. Où il y a des bouchons en permanence. C'est génial ça. Après, il y a plein de choses, mais c'est le même cas à Paris. Les Parisiens peuvent pas blairer Hidalgo. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut pas faire une généralité. Je pense que le mouvement écologiste est bon et la manière et la méthodologie est pas bonne. Parce qu'après, je pense que de base, le mouvement écologiste et les valeurs écologistes ne peuvent pas être compatibles avec le modèle capitaliste et économique que nous avons. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu enlèves le pétrole en circulation sur le marché international et même national, tu bloques un pays. T'as pas de pétrole, t'as pas de plastique. T'as pas de plastique, t'as pas d'emballage, t'as pas de grande surface, donc déjà tu peux pas alimenter tout le monde. Donc déjà ça change beaucoup de choses. Aussi, t'as pas de pétrole. Je parle de pétrole parce que c'est la ressource, voilà, la ressource principale voilà. T'as pas de pétrole, t'as pas d'essence. T'as pas d'essence, t'as pas de voiture. T'as pas de voiture, t'as pas de transport. Tu peux pas alimenter les avions, les kérosènes, donc les transports, les gros transports comme les transports routiers. C'est avec une ressource, déjà l'écologie, elle peut pas fonctionner. Avec une seule ressource, donc si on parle d'autres ressources à côté, c'est indécent, c'est indécent. On parle de l'huile de palme, une ressource parmi tant d'autres et encore qui est infime par rapport à voilà. On parle de les ressources minières, on parle de plein d'autres choses. On parle du respect de la nature, etc. C'est un petit peu c'est un petit peu je dirais les choses les plus importantes, quoi. C'est de respecter la nature et de développer ou de récolter et de cultiver un petit peu l'aspect récolte infinie, tout ce qui vient un petit peu du milieu solaire, par exemple. Je parle de l'énergie solaire, l'énergie de éolien, l'énergie aquatique, enfin aquatique hydraulique. Voilà, tout ça, c'est quand même des choses à exploiter qu'on n'exploite pas assez. Non, on reste sur le pétrole, on reste sur le nucléaire, on reste sur... Même si, attention, de plus en plus, le nucléaire est bien vu parce qu'ils arrivent à faire tout un schéma de communication autour qui fait que ça serait une énergie propre. Un autre débat, ok. On va laisser ça de côté parce que c'est très complexe, mais bon, moyen quoi. Tout le monde est écolo, après personne ne veut détruire la planète. Non, mais bien sûr. Mais à un moment donné, nous, à notre échelle, on peut pas faire une chose que les gouvernements enfin, comment dire.
Il n'y a que les gouvernements qui peuvent s'engager sur telle ou telle chose, tu vois. Quand il y a, comment ça s'appelle, Trump, il y a pas si longtemps, là, Trump qui se retire du traité de Berlin, c'est ça, hein? Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le traité de Berlin, hein, le traité international, là, contre le... Attends, c'est pas le traité de Berlin? Si, me semble, hein. Le terme exact, je sais plus si c'est le traité de Berlin ou si c'est un autre nom. Le traité, vraiment, qui est censé, justement, un petit peu apaiser les tensions sur tout ce qui est écologique, etc. Respecter un petit peu plus les actions, même si, bon, c'est encore une fois de la poudre aux yeux, hein, parce qu'on sait très bien que tous les pays ont besoin de ces ressources-là. Mais bon. La ressource principale, ça devient les terres rares avec les nouvelles technologies. Pas de pétrole. Le titanium, le nucléaire, c'est vraiment beaucoup plus propre, apparemment. Après, avec le prix pour changer les installations nucléaires. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'après ce qui est dit, le nucléaire est vraiment très très propre comme énergie. Néanmoins, elle est pas, comment dire, elle est pas sans coût et sans danger, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'une usine nucléaire, aujourd'hui, si demain elle pète, on en a fait les frais à Fukushima, on en a fait des frais c'est ça, c'est Fukushima, hein. Putain, je sais jamais. Ah, la tête, moi. C'est ça, hein, Oui, c'est ça. la station nucléaire. Pas la station, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Accident nucléaire de Fukushima avec aussi euh, Tchernobyl. Enfin voilà, toutes ces choses-là. On sait très bien par conséquence que bon, le nucléaire, c'est pas forcément très très bon pour nous, quoi. Mais bon, effectivement, si tu nous dis qu'avec le titanium, ça serait beaucoup plus propre, propre ne veut pas dire sans danger, hein. Attention, hein. Propre, ça veut dire que ça respecte la nature et les attraits qui gravitent autour. Thorium, pardon, le thorium. Très bien, très bien, très bien. Très bien, merci pour la précision. Nico qui nous dit donc entièrement d'accord avec toi, à savoir que la France représente même pas 1% de la pollution mondiale. Ouais, ouais. Ah tiens, il y a un trait que je voulais évoquer aussi avec Paris, c'est Paris est sale, mais bon, on l'a un petit peu évoqué, c'est Paris est pollué. Et ça, je pense que c'est pas mal de l'évoquer. Le titanium, c'est dans Astronia. Exactement. Et c'est aussi dans Command and Conquer. On a joué avec le Lolo tout à l'heure, enfin hier soir, je veux dire. Et, Tu vas jouer après? je vais sûrement stream un petit peu de Astroneer, ouais. Ok, ça marche. Avec le prix pour changer les installations nucléaires, non mais ça c'est clair. Ça c'est clair que je pense pas qu'ils ont tellement investi des milliards et des milliards dans les installations, dans les usines et dans les cheminées nucléaires que... D'ailleurs, je crois que c'est quoi? C'est Hollande qui s'était engagé sur ça. Je crois que c'est pas Macron, je crois que c'était Hollande qui s'était engagé sur ça, qui avait dit que à la fin de son mandat, il aurait aimé fermer toutes les usines nucléaires de France. Je crois qu'il avait mis ça dans son programme présidentiel avant de devenir président, justement, mandat. Et demain, on joue à Astronia. Mais vas-y, let's go, hein. Let's go, hein. Parti, hein. Et il me semble qu'il avait mis ça dans ses prétentions présidentielles. Et au final, il s'est rendu compte que c'était littéralement impossible parce qu'il y avait tellement d'enjeux, tellement d'argent au milieu, que même avec toute la bonne volonté du monde, c'est le projet français de réacteur à fusion nucléaire. Non, j'ai pas entendu parler de ça par contre. Comme dans le soleil. Ah, c'est français ça? C'est pas, y a pas la Chine qui a fait ça? Histoire comme ça? Je sens que c'est un truc comme ça, non? C'est en France. Ah ouais. Je pensais qu'en Chine ils avaient fait un truc comme ça déjà il y a un petit moment. Alors, IT ou ITER, je sais pas comment ça se dit. La France fait aussi le sien. D'accord. Ouais. Je veux dire de base, il me semble que c'est une idée chinoise, il me semble. Le réacteur thermonucléaire expérimental international, donc ITER. Ça, c'est les acronymes. Un projet international de réacteur nucléaire de recherche civile à fusion nucléaire de type tokamak.
Ça, c'est pour la petite histoire. Le projet s'inscrit dans une démarche à long terme visant à l'industrialisation de la fusion nucléaire. Il associe 35 pays. Ok. Il associe 35 pays. En fait, c'est un projet international qui associe plusieurs pays membres de l'ITER. Donc, il y a donc le Royaume-Uni, l'Inde, le Japon, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, les États-Unis et la Suisse. Et la Suisse, by the way. Ouais, c'est ça, c'est le plus gros projet du monde aujourd'hui en France. Imagine, budget qui dépasse. Ah ouais, mais c'est pas qu'en France, hein. C'est pas qu'en France, hein, l'ITER. Hein. Faut vraiment bien qu'on resitue le truc. C'est pas du tout qu'en France. Peut-être que le programme se fait en France, mais c'est un projet qui n'est pas français, quoi. C'est un projet international. Et effectivement, c'est une construction qui a débuté près de Cadarache, en France, en 2006. Donc c'était il y a déjà 15 ans, quoi. Cadarache, c'est dans le sud-est de la France, donc dans les Bouches-du-Rhône, pour la petite histoire. Ça, c'est pas si loin que ça, en fait. Hein. Le plus grand centre de recherche et de développement à fusion nucléaire d'Europe. Fission et fusion. Voilà, pour la petite histoire. La Suisse toujours dans les bons coups, bah ouais. Hein. L'économie à long terme de la France est basée là-dessus. Bah ouais, mais ils ont pas intérêt de se planter, quoi. Ils ont pas intérêt de se planter, hein, vraiment. Bon, enfin, bref, on n'est pas trop... On sort un petit peu du thème. On va juste se recentrer un petit peu sur le dernier thème, puis on va faire un point, puis après on va avancer, parce qu'on a déjà dépassé le timing, mais bon, il n'y a pas vraiment de fin. C'est juste que, voilà. Les Parisiens pensent que c'est l'élite, pensent que ce sont l'élite de la France. On a parlé un petit peu, du point de vue des étrangers vis-à-vis de Paris. En fait, parce qu'on a dit que, effectivement, les étrangers pensent que, donc à l'international, pensent que Paris est l'élite. Néanmoins, là, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où les Parisiens se sentent comme l'élite de la France. Et là, moi, j'ai un problème avec ça parce que je pense qu'il y a des très très bonnes écoles et des très bonnes universités partout en France. Et c'est pas pour autant que ça va révéler les bons profils ou les vraies élites, quoi. Voilà, moi je pense que c'est un petit peu biaisé. Je prends notamment une expérience personnelle. Nous ici en Corse, on a une seule université, l'université de Corté. Et on a tendance à entendre chez les jeunes que notre université n'est pas assez compétente, n'est pas assez pédagogique, n'est pas assez... On manque d'intervenants, on manque de ci, on manque de ça. Alors certes, oui, il n'y a pas toutes les filières qui sont représentées. Et bon, je pense qu'il y a rarement dans toute la France, mais ça part peut-être Paris où il y a beaucoup de monde, mais il y a rarement une ville où toutes les filières de tous les secteurs sont représentés au niveau d'une école, au niveau d'une université ou d'une IUT ou que sais-je. Et bon, nous, je trouve qu'à notre échelle, il faut savoir qu'on est 340 000 sur l'île, donc une ville répartie comme Nice répartie sur le territoire corse, on a quand même une université costaud, quoi. Tu vois, où il y a quand même beaucoup de filières, beaucoup de choses, des très bons intervenants. Encore une fois, je parle de la Corse parce qu'on y vit, est-ce que c'est une expérience professionnelle. Mais la Corse, c'est une île, vous devriez tout faire. Ben oui, géographiquement, oui. Après, financièrement, c'est un autre... déjà, au niveau du relief, on est très limité, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de montagnes que de terres exploitables. Et puis, on est très limité financièrement, quoi. Parce que déjà, la démographie l'impose. On a moins de besoins comparé à la moyenne nationale, par exemple, sur tous les domaines, hein, sur tous les secteurs. Moins de besoins, je sais pas, de besoins alimentaires, de besoins aussi, parce qu'il y a moins de personnes, forcément. Donc, la Corse, best saucisson de sanglier du monde. Non, mais non. Saucisson de sanglier, c'est le figadé, là. Tu peux pas. Voilà. L'économie à long terme de la France est basée là-dessus. Ah oui, ça, on l'avait lu. Ça, c'est les réacteurs à hydrogène. Donc, ça, c'est ce qu'on parlait juste avant sur le projet ITER ou IT. Je pense que c'est ITER. Mais moi, je pense que la Corse vit un petit peu dans le passé, malheureusement, vit un petit peu sur ses acquis. Et j'espère que ça se développera. Heureusement, déjà, on a la fibre, donc déjà, niveau activité. Alors, ce qui est fou, c'est que le rapport start-up démographie et le rapport réussite de start-up par rapport à la démographie, il est bien plus important en Corse qu'à Paris. Imagine le délire, c'est-à-dire qu'en gros, il y a...
Alors, soit, il y a deux cas. C'est soit, il y a énormément d'échecs parce que bah, il y a beaucoup de startups, beaucoup de lancements de startups. Du coup, non, lancement de startups, c'est pas trop. Donc, du coup, les startups, c'est déjà un lancement. Donc, c'est. Et soit il y a beaucoup de startups à Paris qui ne fonctionnent pas, donc par définition, le taux de réussite est inférieur. Soit on est très très bon ici en Corse. Moi, je pense que c'est plutôt ça, quoi. Moi, je pense que c'est beaucoup plutôt ça. Paris est l'élite de la France, dans le sens où c'est la seule mégapole de France. Ah ouais. Non, mais je suis d'accord. Après, tu prends Marseille, tu prends Lyon. Marseille, la deuxième ville de France, il me semble. Lyon, la troisième. Ou non, la quatrième. Je crois que c'est Nantes, la troisième. Nantes est très grande aussi. C'est costaud. Lyon était seconde, et il me semble qu'elle est passée quatrième ces dernières années. En termes de grandeur, de surface et de démographie. Surtout en termes de démographie, il me semble. Il y a Bordeaux aussi qui est très grand. Ouais, mais il me Bordeaux, semble que c'est le deuxième Paris, non? c'est Paris, Marseille et Nantes. Ah bon? Ouais, il me semble. Villes les plus grandes de France. Alors, grande, ouais, voilà, en termes d'habitants. Dans l'ordre. Ah non, tu as raison. Nantes est sixième, pas du tout. Donc, pas du tout, j'ai de la merde. Clermont-Ferrand aussi, ils sont Alors, 500 000. Hein. Paris, ouais. Paris, c'est 2 200 millions, 2 187 000 habitants. Donc, voilà, quoi. C'est même du monde. Marseille, alors, c'est Paris, la ville de Paris, hein, pas sa banlieue. Hein, évidemment, dans la région parisienne, ils sont 10 millions, hein, les mecs. Hein. Mais Paris, l'Île-de-France, il y a 2 200 000 habitants. Marseille, il y a pratiquement 1 million. Il y a 870 000 habitants. C'est la deuxième ville la plus peuplée de France. Suivi de Lyon, 516 habitants. 516 000 habitants, pardon. Et après, il y a Toulouse en quatrième, puis Nice. Ah, Nice cinquième quand même. Hein. Putain, je pensais pas que c'était si grand, Nice, tu vois. Quand même, hein. Quand même. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Putain, Nice cinquième et Nantes. Nice est plus peuplé que Nantes. C'est ouf, ça. Non, Nantes, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus développé. Je sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, en fait. Je sais pas du tout pourquoi. Bon, enfin, écoute. La reine, après, donc, dans l'ordre. La moins bien... la moins peuplée... la moins peuplée. J'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est. Il y a tellement de villes en France que j'arriverai jamais à la fin, en fait. Waouh. C'est top, ton émission, on apprend plein de choses. Ouais, bah écoute, on essaie un petit peu de faire step up un petit peu le stream, voilà, puis ça change un petit peu du gaming tout le temps, et puis voilà, on apprend plein de choses, voilà. Parce que t'es breton, ouais, exactement, c'est vrai, du coup, je pense... Alors attention, hein, là on va pas être copains, par contre, parce que Nantes, ce n'est pas la Bretagne. Attention, Rennes, je veux bien, mais Nantes, ce n'est pas la Bretagne. Attention. Ouais, C'est la Loire. c'est la Loire-Atlantique, exactement. Il est corse-breton. Alors, je t'explique, pour ce que tu n'étais pas là sur le stream, sur l'émission de la semaine dernière. Moi, de base, alors tu vois, il y a Max, mon frère de sang. Hein. Mon frère, c'est pas mon frère, genre mon ami, hein, c'est mon frère de sang. Le même père, la même mère, typiquement, qui est avec moi sur Discord, là. Lui, il est né en Corse. D'accord. Par contre, on a nos deux parents qui sont bretons, qui sont nés en Bretagne et qui ont eu vraiment une vie en Bretagne. Moi, typiquement, je suis né en Bretagne, mais quand j'avais 4 ans, 3 ou 4 ans, je sais plus, mon père a été muté en Corse, et donc du coup, c'est comme si j'étais né ici, quoi. En fait, je me rappelle, j'ai aucun souvenir de quand j'étais en Bretagne, quoi. Donc du coup, je me sens plus corse que breton, quoi. Tu vois l'idée. Et dans le sens où ça touche. Ça touche que dalle. Non, ça touche pas la Bretagne. Non, ça touche pas du tout. Ça touche pas du tout. Le Mont Saint-Michel est en Bretagne, ça c'est une certitude. C'est pas vrai du tout. Bon, écoutez, on va arrêter de dire des bêtises. On va juste résumer un petit peu les thèmes de la soirée. Donc on a parlé de plusieurs choses. On a parlé donc au tout début de la soirée, on a évoqué un petit peu donc les Parisiens et leur mentalité un petit peu sur le côté antipathique, le côté un petit peu où ils font un petit peu tout le temps la gueule, tout le temps un peu la tronche, leur manque d'hospitalité quand tu leur demandes quelque chose.
bah, c'est vrai qu'ils sont pas tout le temps tendance à être généreux dans leur... être polis et respectueux dans leurs paroles, dans leur façon de faire, etc. La moindre des choses, c'est au moins d'apporter un petit peu comment on appelle ça, d'importance à ce que tu fais, à ce que tu dis, etc. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi, parce que ça empiète un petit peu sur la réputation de la ville, la réputation de la capitale. C'est dommage, quoi. C'est dommage, vraiment, c'est dommage, quoi. On a parlé aussi du fait que Paris était sale. Tu aimes les crêpes au fond de ton petit cœur? Oui, oui, j'aime les crêpes, c'est vrai que j'aime les crêpes. Et ça, c'est un cliché. Ça, c'est un cliché. Parce que, oui, on fait les meilleures crêpes, enfin, la Bretagne fait les meilleures crêpes du monde, ça, c'est une certitude, et heureusement. Néanmoins, on ne mange pas que des crêpes. Et du beurre salé. On a aussi évoqué donc que Paris était sale. Alors sale sur tous les plans, hein, sur le plan un petit peu de la météo, du climat, tout ça, que bah, c'était gris, etc. Bon, c'est pas vraiment sale, mais bon, ça paraît sale. Aussi sur la question de l'hygiène, c'est vrai que moi j'ai un peu la vision du Parisien, qui fume 3 paquets de cigarettes, qui boit 10 cafés par jour, qui pue de la gueule et qui voilà, qui n'est pas, voilà. Et puis même Paris, la ville en elle-même, vu que c'est une mégalopole, il y a énormément de passages, énormément de monde, de trafic, donc bah, forcément, il y a des débris, il y a des détritus, il y a des rats, on voit vraiment, moi j'ai vraiment l'image de Paris comme dans les films, quoi, hein. Je pense que c'est pas vraiment qu'un cliché, je pense que c'est la réalité, quoi. C'est très crade, quoi, voilà. Les mégots par terre, les plastiques, les machins, je pense pas que ce soit qu'un cliché, je pense que c'est vraiment une réalité. Ensuite, on a évoqué la vie qui était chère à Paris. Cher, ben, on a évoqué le milieu un petit peu immobilier. Alors pour conclure, les Parisiens sont des connards qui font la gueule et qui se croient au-dessus de tout le monde. Bah, ça c'est pour les côtés un petit peu, je dirais, négatifs. Après, on n'est pas là pour critiquer, hein, attention, on n'est pas là pour critiquer ou se sentir... on est là pour critiquer, démonter et prouver que oui ou non c'est une réalité. Après, un cliché par définition ne sera jamais vrai ou pas, c'est au cas par cas. Maintenant, un cliché, ça englobe plusieurs types de personnes et il est vrai que les clichés qu'on a évoqués ce soir sont quand même assez représentatifs de la vie parisienne et des Parisiens de manière générale. Mais bon, encore une fois, on prend ça avec des pincettes, on voit bien que c'est du cas par cas. On disait que donc, la vie parisienne était très chère. Effectivement, la vie parisienne est quand même assez chère, surtout sur le point de vue de l'immobilier, de la vie même, tout ce qui est gastro, tout ça. Les Français se comparent aux Parisiens, mais les Parisiens se comparent aux Anglais. Je sais pas si les Parisiens se comparent aux Anglais, moi honnêtement, ça me passe au-dessus, mais pour quelle raison tu dis ça? Parce que j'ai pas vraiment l'impression que les Parisiens se comparent aux Anglais, peut-être parce que je suis pas parisien justement, je sais pas. Et, ouais. Non, mais je sais bien que c'est de l'humour, Nico. Mais bon, c'est pour éviter que, voilà, qu'il n'y ait pas des... Et voilà, je préfère mettre des choses à plat, il n'y a pas de... Il y en a, nous on sait que c'est du second degré, même du 58e degré, mais il y a peut-être des Parisiens justement qui peuvent le prendre au premier degré, tu vois ce que je veux dire? Genre, un peu susceptible, un petit peu... voilà, le cliché, le Parisien susceptible. On a oublié de l'évoquer celui-là. Donc on a dit donc Paris était cher, on a dit que, que les Parisiens étaient arrogants, prétentieux, un petit peu méprisants, un petit peu individualistes, voilà, qui râlaient régulièrement, tout ça. T'as bien raison, on sait jamais. Ouais, on va éviter les strikes, on va éviter les strikes. Si on peut éviter, moi ça m'arrange. On a aussi évoqué un truc qui était très intéressant. On n'a pas trop parlé, mais bon, voilà. C'était bah, la culture de l'enfant roi, principalement l'enfant parisien. Alors c'est vrai que bon, je sais pas si c'est vraiment un cliché. Je trouvais ça un peu éphémère parce que c'est pas vraiment tout le temps le cas. Enfin, Paris n'est pas connu pour ça, du moins. Et c'est vrai que quand tu prends un peu de hauteur, un peu de recul, l'éducation parisienne, donc pour les enfants, etc., c'est vrai qu'elle est quand même assez huppée de manière générale. Genre, en gros, c'est la cuillère d'argent dans la bouche, c'est tu ne manques de rien. Après, ça dépend des milieux et des foyers, hein, je pense. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose de quand même assez répandu. Ça dépend des quartiers, ça dépend des arrondissements, je pense aussi. Comme un peu partout en France, hein, mais à Paris, je pense un peu plus. Et pour finir, on a évoqué l'élite de la France, comme quoi Paris serait, les Parisiens, bon, on parle de Paris, serait l'élite de la France. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, vous connaissez ma façon de penser.
Même si d'un point de vue international, comme nous a très bien dit Athanase, c'est vrai que d'un point de vue international, Paris est un petit peu euh, la référence même de l'élite française, peut-être, parce que c'est effectivement le marketing qu'on a bien voulu en faire, je pense, hein, parce que Paris c'est magique, Paris ici, Paris là, machin, c'est la capitale, tout ça. Bon, bon, je pense pas que ce soit toutes les élites, à la tête du pays soient nés en France et aient fait leur étude à Paris. Soit nés à Paris, pardon, et aient fait leur étude à Paris. Bon, à prendre avec des pincettes. Paris, c'est le romantisme. Alors, euh, pour moi, c'est pas. Enfin, oui, c'est un cliché, mais c'est pas un cliché qui est vrai. Moi, titre personnel, je pense plus que Venise est plus typiquement la ville du romantisme et de l'amour que Paris. Tu vois dans l'idée ou pas? Alors, pour moi, Paris et romantisme, ça arrive. Paris, romantisme. Genre, alors j'ai raté quelque chose. C'est peut-être ce qu'on a voulu en faire. Moi, demain, si je dois amener ma femme quelque part dans une ville romantique, ce sera pas Paris, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Hein. C'est mon avis personnel. Mais c'est sûr que c'était un cliché. C'est un cliché qu'on aurait pu évoquer. Euh, donc voilà, je pense on a fait un petit peu le tour des thèmes parisiens. Alors, ce thème-là était un petit peu le thème de Paris en général. Le romantisme en littérature, oui, bah, d'accord. Enfin, on parle vraiment de la vie parisienne. Alors, le romantisme de Paris se résume à Pigalle et Bois de Boulogne. Non, mais... Quand même. Euh, Sympa, sympa. Ouais, c'est vrai que bon, c'est un beau romantisme. C'est pas la même chose, mais bon, voilà. Même le romantisme en littérature, d'accord, mais bon... là, on n'est pas sur un. On peut parler de l'histoire avec voilà, le romantisme. Il est apparu en Allemagne, après en France, etc., etc. Je vous cache pas, j'ai des notes sous les yeux. Hein, je l'ai pas appris. Hein. Je suis droit avec vous. Je cache, voilà. C'est un mouvement littéraire et culturel européen qui a concerné tous les arts. Il s'oppose à la tradition classique et au rationalisme des Lumières et vise à une libération de l'imagination de la langue. Ok. Là, bon, romantisme, peut-être qu'il a été développé en France, mais déjà à la base, il est apparu en Allemagne. Bon, à partir du XVIIIe siècle. Il n'y a pas le Marais aussi. Le Marais, il me semble de tête que c'est très huppé, hein, il me semble, non? Très chic comme endroit, non? Il me semble. Je connais pas, c'est quoi? Le Marais, quand on dit... Attends, le Marais, Paris. Le Marais, Paris. Un quartier de Paris. Et je crois que c'est... un incontournable, c'est le 4e arrondissement de Paris, et apparemment je pense que c'est très huppé. Hein. Regorge de boutiques branchées, de galeries et de bars gays. Ah, Yeah. yes, on y est. Cet ancien quartier juif de la ville comprend toujours un grand nombre de restaurants cachers. La verdoyante place des Vosges est ornée d'arches élégantes et abrite le musée Victor Hugo, dans la demeure où a vécu l'écrivain. Les rues voisines de la station du métro Saint-Paul mènent à la maison européenne de la photographie. Ouais, donc c'est vraiment un quartier qui est quand même assez renommé et assez huppé, quoi. Marais, le quartier artiste et gay de Paris, me semble. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. Les boulangeries qui font des zizi. Ah, ça t'a marqué, ça, apparemment, Nico, hein. Ça t'a marqué, ça, hein. Donc voilà, un petit peu dans le thème un petit peu en général. Ah bon, alors c'est pas un des thèmes qui va nous faire vraiment vibrer ou vraiment rentrer dans des détails, dans l'aspect historique, même si on n'a pas tout évoqué encore hein, ce soir. Mais je pense que le thème de la semaine prochaine va en intéresser plus d'un. Et je pense que ça risque de faire des vagues. Ça risque de faire des vagues parce que le thème de la semaine prochaine, donc de mardi prochain, là on est mercredi, mais bon, je ne l'ai pas fait hier parce que vous savez, j'en ai pas acheté, mais imposant en vitrine. Ah ouais, bah après, si c'est des Bamako qu'il y avait en vitre au chocolat noir, moi j'y suis pour rien. Hein. À Reykjavik, je sais pas si je le prononce bien, mais je pense que c'est ça, Reykjavik, en Islande. Alors, Islande, c'est Iceland, ouais, Islande
version anglaise d'Islande, il y a un musée du zizi. Ah, bah, très bon à savoir ça. Bon à savoir. Il y a un musée du zizi aussi à New York. J'ai visité. Ça a commencé avec des pénis de baleine. Ah ouais. Intéressant ça. Intéressant. On en apprend tous les jours. Hein. On en apprend tous les jours. Hein. On va coucher vraiment moins con. Hein. J'avais visité aussi des pénis de tortue, moi, à New York. C'était sympa. Il y avait... Donc là, c'est cool le sujet de Paris. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, tout ça pour dire on parle de bite, quoi. On parle de bite, clairement. On parle de tub. Quand on parle de Paris, on parle de tub. Évidemment, prenez ça au 36e degré. Voilà, mais par contre, le sujet, donc, le thème de la semaine prochaine, ça sera sur les religions. Sur les religions, les croyances, au sens large du terme, mais plus sur les religions, donc christianisme, islam, hindouisme, toutes ces belles communautés qui font parler d'elles au fil des siècles et au fil des millénaires. On va en évoquer, quelques-uns, et surtout encore une fois, on est sur le préjugé. On n'est pas là pour parler de l'histoire, même si forcément il y aura des parenthèses sur l'histoire un petit peu des religions, forcément, parce que ça vient là-dedans, donc il y aura des parenthèses pour illustrer tout ça. Mais on va vraiment évoquer sur... Je vais essayer vraiment de faire une émission très condensée, volontairement, parce que si on fait les préjugés du christianisme, les préjugés de l'islam, les préjugés de l'hindouisme, les préjugés de... On va pas s'en sortir. Il y a tellement de religions, il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas s'en sortir. Donc je vais vraiment faire une espèce de condensé, d'émission compacte sur les religions au sens large, parce que il y a des choses à dire, mais il y a des choses plus clichés, plus stéréotypées que d'autres. On n'a pas parlé des catacombes de Paris. Bah honnêtement, catacombes de Paris, je trouve pas que c'est un cliché. Hein. C'est peut-être une... Enfin, on est vraiment dans le préjugé là. Hein. Je veux dire, pour moi les catacombes de Paris, c'est une ville de mort. Je vais pas te laisser parler la semaine prochaine en fait. Ah mais tu sais quoi, Athanase, moi je te demande une chose, si tu veux bien, si t'as un micro, tu viens et on co-anime l'émission de la semaine prochaine. Voilà. Je bosse avec le fondateur de l'association européenne d'études de l'histoire des religions, c'est mon voisin. Ah ouais, non mais alors attends. Alors je t'explique. Tu viens avec moi, d'accord? Tu viens sur le Discord, on co-anime l'émission ensemble. Moi j'essaierai un petit peu de te donner des sujets à développer si tu as besoin, parce que toi je sais que tu es calé sur le sujet et tout. Et moi, je saurais te dire quand et comment passer au sujet d'après, etc., de manière à ce que ce soit assez condensé et assez compréhensible de tous aussi. Parce que je pense que tu vas pas... Tu es trop timide, arrête un peu tes bêtises, là. Oh là là. T'as vu comme je suis... je suis nature peinture, moi, hein, qu'est-ce que tu crois? Y a pas de... On n'est pas à la télé, hein. On n'est pas à la télé que sa cravate, hein, qu'est-ce que tu crois? Regarde, j'ai une casquette sur la tête. Il y a 5 viewers. Voilà, on est 4 sur le stream, là. Qu'est-ce que tu me parles de timide, là? C'est à toi, tranquille, bouffe-toi une binouse, et puis c'est la même, hein. Il est fou, lui. Hein. Ah, on se ferait un petit astronir ensemble juste avant. Les bétons, je suis autiste, moi. Non, mais même, m'en fous. Pas le problème. Merci. Et enfin, voilà, quoi. Donc ça sera le thème de la semaine prochaine qu'on évoquera. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est-à-dire sur plein de choses, sur plein de religions. Donc ça va être assez rock'n'roll et ça va être un sujet brûlant, bouillant. Par contre, la musique, les gars... Et le sujet d'après, le sujet de la semaine d'après, donc, ce qui est prévu, à voir si ça va changer, mais je ne pense pas que ça va changer, ça sera sur l'homosexualité / domaine un petit peu LGBTQS++, binaire, non-binaire, voilà, je préfère prévenir, c'est le 36e degré encore une fois, mais voilà, tout le domaine un petit peu sexualité et tout ça, quoi, voilà. Surtout sur le domaine un petit peu orientation sexuelle, quoi, voilà. Et je pense que des clichés, il y en a, surtout sur ce domaine-là. Je pense qu'entre les religions et la sexualité, enfin sur les... je pense qu'il y a de quoi faire. J'ai la Gay Pride, mais c'est clair, il n'y a pas de souci, quoi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vous en dis pas plus. Parce qu'il y a des détails un petit peu croustillants que je pourrais vous donner
en temps et en heure. Ceci dit, 22h55. Alors, on va changer de moi pour ce qui est de l'émission. Je vais cut l'émission là. Alors, c'est pas faux, deux gars qui vont faire. C'est pas deux gays qui vont faire un gosse, hein. Non, non, mais ça, c'est une certitude. Mais et bon, on n'est pas du tout sur la même chose. On n'est pas du tout sur le même sujet. Pardon. Il nous manque une déesse de la femme. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais Onyx, mais elle m'a lâché lamentablement là pour animer. Et puis voilà quoi. Ah bon, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis. Elle m'a lâché lamentablement. Elle aurait pu venir co-animer aussi ce soir avec moi. Mais bon, madame était fatiguée. Alors je dis bon, c'est pas grave, je vais assurer tout seul. Allez, pas grave. Next. S'il faut changer de femme, il faut changer de femme, hein. Voilà, voilà. Donc du coup, fin de l'émission. Merci à tous d'être passés sur l'émission. Ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé un petit peu sur ce thème-là. Je pense que les thèmes seront un petit peu plus brûlants, les prochains thèmes du moins. Mardi mardi, pardon, à partir de 21h prochain. Merci à Maxou, mon petit frérot, de m'avoir aidé à animer un petit peu la soirée aussi. Donc quoi, ça aurait Bah, été un de petit peu rien. plus compliqué parce que c'est Ça vrai m'a que fait plaisir. parler seul devant une caméra, c'est un peu, c'est un petit peu chiant, un petit peu long. Donc Bah, j'ai pas voilà, beaucoup parlé, mais c'est c'était toujours cool. bien de, non mais c'est toujours bien de, tu vois, d'échanger avec quelqu'un, d'avoir les avis un petit peu en vocal, c'est toujours un peu plus sympa quoi. Elle a trop travaillé hier, ouais, que dalle, tu rigoles ou quoi? Rien pour l'instant. Astronir, ouais, ouais, c'est prévu là. Tu vois, on est sur 22h57, prévu 23h. Je vais me faire encore une petite heure d'Astronir et puis on ira se coucher. Donc pour ceux qui veulent rester, évidemment, vous restez, vous bougez pas, vous ouvrez notre binouze, vous buvez de l'eau, vous buvez ce que vous voulez. Mais moi, me concernant, je vais juste changer le titre du stream. Et ça sera très bien comme ça. Et pour ceux qui veulent vaquer à leur occupation ou aller se coucher, ben, libre à eux. En tout cas, merci si vous quittez le live sous peu, par obligation ou par envie, peu importe. Merci encore une fois d'être passé sur l'émission. Ça m'a fait super plaisir et ça m'a, même si on n'est pas beaucoup pour certains ou pour vous. Non, de l'orette, ça j'en ai pas. Désolé. De l'orette, ça j'en ai pas. Non, non. Et puis j'aime pas trop l'eau pétillante de manière générale. Par contre, Saint-Georges dit, il y a pas de souci. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est l'eau de source corse, source insulaire, l'eau de source plate. Et voilà, donc je voudrais vous remercier, même si c'est pas énorme d'un point de vue viewer et c'est pas trop mon objectif dans tous les cas. Moi, c'est simplement d'échanger, de changer un petit peu de contenu et d'échanger avec vous. Ce qui compte, c'est la qualité des échanges et pas simplement le nombre de views. Oh, c'est Corse en carton. Eh, ça va, tu vas pas me forcer à boire de l'eau pétillante, non? C'est bon. Suffit les conneries là. Voilà. Bon, ben Sur ça ce, marche. Je te fais sur des ce, tu bisous. vas, tu vas, tu vas live toi, Maxou? Tu vas te coucher? Bah, me coucher, je sais pas, mais je sais Ok. pas. Parce que moi, j'ai pas le jeu auquel tu joues là. Non, Il est non, mais payant, c'est non? c'est pas grave. Ouais, ouais, il est payant, mais il est pas mal en vrai. Ouais. Pas mal. Il y a Bah, je sûrement, sais il y a pas. sûrement Nico qui va venir jouer avec moi demain. Ce soir, je pense qu'il est un petit peu fracassé, ou peut-être qu'il se fait prendre en main par sa femme, je sais pas. Je pense que c'est plutôt la deuxième option, mais bon, bref. Et, euh, et du coup, voilà quoi. Du coup, on va se faire une petite heure d'astronir tranquillou. On va se faire coacher par Athanas, je pense. Et puis voilà quoi. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci d'être passé, Maxou. Et puis, ben, tu repasses quand tu veux. Ça marche, je te tiendrai au courant. Ça Merci à toi. marche. Je te fais des Bisous. bisous. Bonne soirée. Bisous. Bonne Ciao. soirée. Hop. Voilà. Ça fait la connaissance de mon petit frérot. Nous, dans la famille, on est quatre frères. Lui, c'est le troisième. Moi, je suis le premier. Tu coaches dessus, hein? J'ai pas compris. Tu le coaches? Non, non, non. T'as pas compris. Moi, je coach personne. Tu me coaches. Ah ouais. Ah, merde. Alors, allô? Allô? Ça bug, je crois. Non, non, mais laisse tomber. Quand tu vois les moves que je fais, Athanas, il a envie de s'arracher les cheveux, là. Heureusement qu'il a la patience, hein, je te le dis, hein. Sinon,